j'ai le mou au max. Ah, mais moi je suis au max de ton truc. C'est bon, t'inquiète alors. Salut à tous et bienvenue. La pire intro. Salut, bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de J'irai Junpei chez vous. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Pépé. de Monsieur Pépé Garcia. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et Pépé, aujourd'hui, tu vas tout nous dire. Tu vas nous dire absolument tout sur là où on est, là où on va aller. Et comme pour les autres, comme pour Gigi et comme pour Zulu, on va évidemment te donner une petite checklist que tu vas essayer de réaliser pendant l'émission avec des petits objectifs. Je ne sais rien, c'est ça qui est affreux. C'est le meilleur truc. C'est le meilleur truc, c'est que je n'ai aucune idée quelle sauce, quel plat je vais être bouffé. Alors l'endroit, c'est un endroit qui signifie beaucoup pour moi. C'est là on voit qu'une partie, c'est le mauvais côté. On va vous amener je le garde pour le. Bien sûr. Là, on est donc à Cabourg, qui est une grande partie de ma vie, puisque je suis normand. Et donc j'ai passé quand même beaucoup d'années ici à Cabourg, Dives-sur-Mer, Oulgat, et tout est souvenir ici, tout est émotion. Parce que je suis retourné, hein, je viens pas tous les 6 ans, mais à chaque fois que je suis là, j'ai 18 ans à nouveau, j'ai 15 ans à nouveau, je suis chevelu à nouveau. Il y a des gens qui me font coucou dans la rue, alors ils ont beaucoup de mérite, hein, parce que j'ai quand même un peu changé. Hein. Au-delà des gens qui font coucou dans la rue, il y a quand même, on venait d'arriver et il y a une voiture de flic qui est passée, qui a dit de policier. C'est pareil, qui dit mais. Je vous connais, vous êtes youtubeur. Je suis en mode putain, mais Pépé, quoi, il est dans les petits papiers de la police de Normandie. Si on a un problème, faut m'appeler. Faut m'appeler, je connais les gars ici, quoi. Je connais la police de Dives. Donc voilà, là, ça c'est la mairie. Alors, Cabourg, c'est une petite ville, hein, c'est pas quelque chose de gigantesque. Combien d'habitants à peu près? Alors, j'en sais rien du tout. Je sais que l'été, bien sûr, ça grossit. Ouais. C'est pas forcément l'été des Parisiens qui sont ici. Il y a bien sûr des Parisiens qui ont des maisons ici, mais il y a beaucoup de Parisiens qui vont surtout du côté de un peu plus vers Oulgat, vers Deauville. Il y a souvent aussi des gens qui sont comme moi, qui sont des Normands et qui ont pris une maison ici et qui sont en train de travailler, de trimer comme des malades à Paris. J'ai de la chance, je me dis que j'adore, mais qui le week-end, vont dans leur maison ici. Ça reste, ce sont des Normands. Donc ça grossit beaucoup le week-end. Très bien. Et du coup, on est dans. Tu nous as parlé de la région, mais on est dans quel département exactement? 14. C'est-à-dire Calvados. Donc là, Calvados, moi je pense tout de suite au digestif. Alors il faut savoir un truc, c'est qu'en effet c'est un sport local. C'est que quand même, il faut savoir un truc, les gens qui me connaissent, je ne bois pas moi. Je ne bois pas parce que j'étais un peu vacciné. Quand j'avais 20 ans, je me suis pris la tôle du siècle, je n'y vais plus jamais. J'avais l'impression d'être sur le Titanic, à la proue et je coulais, quoi. Donc je dis, je ne recommencerai pas le Titanic. Donc j'ai plus bu, ça m'a vacciné. J'ai bu 2-3 verres quand on va parler tout à l'heure du casino, des boîtes de nuit et autres. Il y a des moments pour des soirées où tu es un peu fatigué pendant l'été, quand tu es la 4e soirée de suite pendant l'été dans une saison estivale ici, balnéaire. Tu te prends une petite Marie Brizard, un truc comme ça, c'est quand même pas, il n'y a pas mort d'homme. Donc déjà, mais globalement, c'est vrai que le calva, c'est un peu un sport national. Moi, j'ai vu des trucs ici en Normandie, dans les patelins où je suis allé, avec le coup du calva pour faire dormir les enfants. Tu trompes le doigt dans le calva, tu fais la tétée au bébé, ou bien le sucre dans le calva. C'est vrai, ça? Le sucre pour calmer le sucre est dans le calva pour calmer un petit peu, ça fait dormir un petit peu. Ici, on va aller dans l'avenue de la Mer qui est magnifique de beauté. C'est ce que j'ai vu de plus beau au monde. Bien sûr, le mec déjà, l'avenue de la Mer. Mais honnêtement, c'est très beau. On y est passé et honnêtement, d'un point de vue objectif, c'est très très beau. Après, c'est une région que je connais très peu puisque moi, je suis venu uniquement en Normandie une fois. C'était il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, puisqu'on avait visité Mont-Saint-Michel et tout avec ma femme. C'est quand elle était arrivée du Brésil et on s'était pris un petit week-end pour se retrouver. Et j'avais trouvé ça magnifique, vraiment un endroit où je me disais, je peux m'y voir vivre. Mais j'étais pas dans la rivalité Bretagne-Normandie, tu vois. J'étais un petit peu en Bretagne, un petit peu en Normandie. Et je sais qu'il y a un petit peu de rivalité quand même, Pépé. Je vais pas vous faire le sketch. Je peux te qualifier de breton ou pas aujourd'hui du coup? Pardon? Vous pouvez répéter la question? Non mais c'est vrai, même à l'école, c'est vrai qu'on disait ouais les Bretons machin tralala, mais c'est vrai, il y a toujours eu c'est une rivalité amicale, on les adore. J'avais des trucs, mais même tout à l'heure quand on a posté une photo, j'ai fait exprès sur la photo de mettre les crêpes normandes parce que j'ai fait exprès sur Twitter, j'ai mis crêpes normandes. Oui, c'est une galette, c'est breton, je le savais, je savais très bien ce qu'allait arriver parce que je le vis depuis que je suis enfant. Mais on les adore, moi j'adore le Mont-Saint-Michel qui est normand justement. Donc non mais c'est génial. C'est une région que bien sûr, c'est difficile de dire que
parce que c'est ta région, donc tu vas l'aimer, il y a des trucs, chaque invité que tu vas avoir, mon cher John Hay, va te dire que sa région c'est la plus belle et autre, mais c'est vrai qu'il y a une... Ici, non, pas la mienne. Pas la tienne. J'aime bien ma région, mais on peut pas dire que c'est la plus belle. La Lorraine, je suis désolé, il y a plus beau quoi. Il y a plus beau que les cimetières et les monuments morts. L'avantage d'ici, la côte normande, c'est que tu as la mer, on va voir tout à l'heure, t'as les stations balnéaires, c'est l'avantage du truc. Mais je suis ravi en tout cas de faire cette émission avec toi et j'espère que les gens vont découvrir comme ça un petit peu Cabourg et on va essayer de pousser jusqu'à Dives-sur-Mer. Pour essayer de voir retracer un petit peu la vie de Pépé. Si oui, il faudrait faire les catacombes pour ça. Parce que, vu mon âge, c'est là-dedans que j'ai commencé. Moi, on a vu mes publicités pour mes vidéos dans les grottes de Lascaux, je veux dire, écrites et tout, avec incroyable, à côté des animaux sauvages. Précurseur à l'époque. Précurseur. Il y avait marqué YouTube Pépé World. Les grottes de Lascaux, les loulous, les grottes de Lascaux. Alors là, on est où? La mairie. Donc on la mairie, sur la place de la mairie. La mairie, je veux la voir et tu la vois. Voilà, tu la vois bien. Il y a un petit truc que tu m'as dit tout à l'heure que je peux pas vous montrer parce que c'est sur plan, mais en gros, Cabourg, c'est fait tout autour de la rue principale où on va aller, celle que je vous montre. L'avenue de la Mer. Qui s'appelle l'avenue de la Mer et en fait ça forme un arc de cercle. C'est comme l'Arc de Triomphe. Voilà. C'est-à-dire que si vous voyez au bout de l'avenue de la Mer, il y a donc le casino de Cabourg avec le Grand Hôtel et c'est tout converge vers cet endroit et quand on voit une façon aérienne, c'est comme l'Arc de Triomphe, tout ce qui est devant, toutes les rues convergent vers le Grand Hôtel. Et l'avenue de la Mer étant l'axe principal, où là on peut balader en ce moment parce qu'on est au mois de septembre. Mais alors l'été, c'est l'été parisien quoi. Oui, c'est ça, mais c'est pas forcément des Parisiens. Contrairement à Deauville, où c'est peut-être, je répète, Deauville c'est plus parisien. Même pour nous, ici dans ce coin, on n'allait pas vraiment toujours à Deauville. On préférait venir à Cabourg ou à Dives-sur-Mer ou à Olgat, qui sont maintenant où on allait vers Luc-sur-Mer, Ouistreham, Rivabella, l'autre côté. Mais c'est une côte qui est très très belle. Ok, il fait pas souvent 50 degrés, quoique. Ça a beaucoup changé. Je vais vous dire un truc, c'est que comme je suis maintenant un peu plus vieux que beaucoup, même que le joli bipède qui est en train de me filmer, j'ai vécu, c'est pas un réchauffement climatique, c'est que je peux vous dire que le temps qu'on a ici depuis 5 à 10 ans, c'est pas le temps que j'avais quand on était enfant. On a des étés beaucoup plus chauds, c'est un peu différent. Moi je me rappelle dans mon bourg, parce que moi je suis d'un bourg près de Caen, il y a des fois j'allais pas à l'école parce qu'il y avait des congères qui empêchaient de sortir du bourg. Ah ouais. Et c'était en Normandie. Et on n'a plus ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis qu'il y a des choses un petit peu différentes. C'est différent. Alors là, on est à côté de la route, mais vous inquiétez pas, on va aller dans la rue piétonne. Je ne sais même pas si c'est piéton, mais elle est piétonne le week-end. C'est moins fréquenté. Par contre, je veux quand même. Tiens, on va commencer à s'y diriger, mais je veux quand même te demander, mon cher Pépé. Ça sent la question dégueulasse qui me Non, ça. Pas du tout. C'est moisi ton truc. Ton émission, elle est moisie. Pas du tout. Tu es né du coup à Caen. Oui, je suis de Caen. Et l'endroit de naissance, c'est Caen. Et du coup. Cabourg, Dives, etc. Ça représente quelle partie de ta vie? Parce que tu l'as dit au début, mais précisément, on va dire. Alors le truc, c'est que j'ai fait ma scolarité à Caen. Ouais. Donc c'était cool, hein. Moi j'ai eu beaucoup de chance, j'avais des bons lycées et tout, mais assez vite je me suis fait aussi plein de potes. Ouais. Et il y avait beaucoup de potes qui étaient de la côte. La côte. Ici, c'est aussi la façon de dire côte et côte, ça dépend aussi du coin. Ah oui. La côte normande. Et du coup, j'avais des potes, on partait donc souvent ici, donc dans le coin de Cabourg. J'ai commencé à connaître Cabourg quand même très très jeune. Donc on va dire à partir de 13-14 ans, j'étais tout le temps fourré ici. Et c'était cool quoi. Mais je suis à la base, je suis né à Caen et j'ai vécu dans un petit bourg autour de Caen. Je vivais pas à Caen. Je suis vraiment dans un bourg de 2500 personnes qui était vachement bien et qui m'a permis de passer une jeunesse géniale au bord d'une ferme. J'étais à l'entrée de la ferme, la maison était à l'entrée de la ferme. Et donc les vaches, cochons, poules. Les poules pour lesquelles je n'ai aucun respect d'ailleurs. J'avais déjà expliqué, hein. Moi j'aime tous les animaux, c'est vrai que mais c'est volatile. Tu manges pas beaucoup de viande en général, mais les poules... Je sais pas pourquoi. Après avoir beaucoup vu vivre les poules dans la ferme... Non, c'est pas histoire de pas respect. J'ai du mal à comprendre ce volatile. Autant les oies, les canards, il y a du caractère. Les oies qui m'ont défoncé les tibias, les canards c'est mignon comme ça, je peux pas en manger. Par contre la poule, je sais pas pourquoi, ça me pose pas de problème. C'est bête, hein. Ça se trouve cet animal volatile mérite le respect, j'en sais rien. Donc tu peux montrer un petit peu l'avenue de la Mer, Bien là. Sûr. Donc alors là il faut s'arrêter là, au central.
Alors avant de s'arrêter là, Ouais. je vais devoir te donner la checklist pour aujourd'hui. Est-ce que je dois vraiment savoir ça? Ah bah tu dois le savoir, mais franchement c'est léger Pépé, t'en fais tout un plat mais je te Mais jure non, c'est je fais léger. tout un plat parce que j'ai tellement envie que cette mission soit réussie, que les gens qui nous regardent disent oh là là, mais c'était tellement bien John avec Pépé et tout, qu'on n'en peut plus d'amour et tout. Et si je foire Eh ben, Hollywood, Eh ben j'espère, mais de toute façon les gens sont toujours contents. Les gens qui râlent, ça n'existe pas sur Twitch enfin. Pépé, qu'est-ce que tu dis? j'ai des valoches sous les yeux de savoir que j'ai choisi cette émission. Alors, bah, de toute façon, de la t'as déjà pub, ça. commencé. T'as déjà commencé. Ouais, on peut se mettre devant un beau bâtiment plutôt. T'as déjà commencé. En fait, au début, je voulais surtout que tu présentes un petit peu la ville et les alentours. Donc, c'est ce qu'on était en train de faire. Ensuite, un endroit où tu as fait une connerie en particulier et nous l'a raconté. Donc, dans les environs. Donc, c'est à toi de trouver ça. Une spécialité d'ici. Un bâtiment qui pour toi est emblématique. Ah, tout ça c'est bon. Un endroit où tu as travaillé. Aussi, Un endroit qui te rappelle un super souvenir. le même. Ah non. Ah non, tu peux pas, Mais non, tu peux je pas vais faire faire de deux en un. Non, je vais trouver autre chose. Et enfin, ton endroit préféré dans les environs, c'est là où tu te sens bien. Ouais, Ok? ça marche. Ça va, c'est pas. Moi, je m'attendais à des horreurs. Mais non, Du mais- genre faire du poney avec Dina ou, Ah ou non, de, non. de l'accro. C'est dégueulasse pour Dina. Mais Dina, si je l'adore, je veux dire, c'est ça le truc. J'aurais aimé aller faire du poney avec Dina, avec Zari, enfin du poney du cheval. Parce que moi, c'est un poney pour ma taille. Hein. Oui, oui. Donc, mais Une voilà. belette. Une belette maximum. Je vous emmerde, monsieur John Pay. Alors, regardez un petit peu là. Là, c'est quand même intéressant. Alors là, avant d'aller travailler, vous allez voir où je travaillais à l'époque, on s'arrêtait au Central. Ou même le dimanche après-midi, on allait au Central, qui est vraiment, et c'est le cas de le dire, le bar central sur l'avenue de la Mer. Sur et- toute l'avenue, ouais. Sur toute l'avenue, et c'est là qu'on trouvait tous les potes. Alors soit on allait au Central, soit on allait à un bar du casino, qu'on va voir tout à l'heure, parce que vous allez voir le casino, le Grand Hôtel, tout était attenant. Comme on avait des potes partout, on prenait des pots le soir. Mais le Central, pour les gens qui sont à Cabourg, c'est particulier. C'est historique, ce bar est historique. Alors, là, c'est à l'époque encore où tu picolais quoi. Bah, avant que je prenne ma biture à l'âge de... Bah, j'ai fêté mes 20 ans à Papeete, puisque j'étais à Tahiti à ce moment-là. Et je me suis pris la biture de l'année. Enfin, on m'a eu. Et j'ai eu tellement le Titanic dans ma piole que je me suis dit, mais plus jamais. Quoi. Et puis les gens qui ont fait des photos, quand j'étais par terre en train de gerber avec le pied dessus, comme un trophée, ils m'ont montré les photos le lendemain, moi par terre comme une merde. Mais c'est pas possible. Quoi. Je dis, mais plus jamais je descends aussi bas. Quoi, je veux dire. Et c'est le mec qui a plus de fierté, qui a plus rien. Quoi. Il y a des moments où t'as plus de vie. Quoi. Et les petits salopards qui m'entouraient quand même. Et depuis, je me suis dit, non. Donc voilà, il faut savoir que normalement ici, là c'est parce qu'il y a le Covid et tout. Non, les voitures passent. Hein. Très vivant, ouais. Là c'est parce qu'on a fermé des trucs. Ah, là, ils L'été, disent c'est fait. zone piétonne hein, maintenant. Donc, Oui, oui. Mais moi, c'était pas piéton à ce moment-là. Mais voilà, quand il y a un marché, il est juste là-bas. Ok. Tu vois les couverts, où il y a une partie couverte et extérieure. Ouais. Et donc là, il y a tous les produits locaux. Tout au fond. Ouais, là où il y a tous les produits locaux. Il faut savoir que dans cette avenue de la Mer, il y a également 3-4 magasins de produits locaux. J'irai tout à l'heure après l'émission prendre du miel, des trucs comme ça qui est ici. Donc D'ailleurs, aussi, ici, on a une conserverie, pardon. voilà. Et dans les produits locaux, j'irai prendre des crêpes aussi, bien sûr. Ah ouais. Avec l'emmerdeur. Alors, on C'est vient- le chieur de base. Alors qu'on vient d'en manger d'ailleurs. On vient d'en manger. Des On est galettes, pas- des ouais. galettes. On est parti. Moi, je suis parti vers 9h de chez moi. Toi aussi, je crois. Yes. 9h, on s'est rejoint et puis après, on est parti. Faut quand même dire on s'est ensemble. rejoint parce qu'on s'est rejoint devant McDo quand même. Les mecs, tu sais, histoire de vous faire rêver parce que cette émission c'est une émission du rêve quand même. Je veux dire, on sait très bien que le budget est hollywoodien. Il y a Rizzo derrière qui pétait de thunes et qui nous, Ah bah, bien qui sûr. nous met des effets spéciaux partout. C'est Hollywood, il y a des feux d'artifice dans cette vidéo. Et en plus, on s'est donné rendez-vous au McDo ce soir pour prendre une seule voiture pour venir ici à Cabourg. À Cabourg. D'ailleurs, ça nous a pris un petit 3 heures en tout, puisqu'on est arrivé. Tout vers à fait, parce qu'il y a la midi. circulation du matin. C'est ça. Et on s'est arrêté donc à Flins. Et de Flins à ici, on a mis 1h20 pour passer. Et c'était donc une belle circulation avec en plus une route cool. Et là aujourd'hui, il pleut pas. Je dois quand même à le signaler. C'est vrai. Regardez là, je pense que vous voyez très bien la couleur du ciel qui est quand même s'approche de la merde, hein, plus que du Est-ce que bleu. tu veux ma Mais- main dans ta grande gueule de con par hasard? Parce que Mais il n'y a pas de goutte. il n'y a pas de goutte. Bon, je peux quand même avouer un truc, tout en étant un joyeux Normand. J'ai quand même passé une partie de ma jeunesse à me faire tabasser la gueule par la flotte. Eh oui. Et quelque chose de concret. Et c'est vrai que ça tombait tout le temps. Mais c'est pour ça que la Normandie est belle, parce qu'elle est verte. Ah bah ça, c'est Elle clair manque que c'est pas- vert. Elle manque pas de flotte, elle manque rien du tout. Donc c'est plutôt cool. La Normandie est superbe. Oh! Bonjour. La Normandie est superbe et voilà. Je sais pas si c'est des gens que je connaisse ou que je ne sais pas. Je ne sais pas tout.
c'est pas toute la vie. Donc voilà, donc je suis très 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 ému de me retrouver ici, c'est plutôt cool. Donc là, si tu veux bien montrer, Bien sûr. donc là on est au milieu, pile poil de l'avenue de la Mer. Et en face, on peut peut-être distinguer, je sais pas ce qu'on peut voir à l'image. On voit un bâtiment au fond, mais de très loin, Voilà, et j'imagine. ce bâtiment, on va y aller tout doucement parce que il faut quand même qu'il y ait un peu de suspense. C'est le bâtiment historique d'ici. C'est celui qui est la raison de vivre de Cabourg. C'est ce qui est là-bas au fond et qui est attenant à un endroit où j'ai travaillé pendant des années et qui est qu'on voit dans tous les films romantiques ou autres. Alors, moi, déjà, si je peux parler architecture et tout dans cette ville, la première chose que je t'ai dit quand je suis arrivé, c'est très typique, je trouve. C'est-à-dire que déjà, bon, ça n'a rien à voir avec Paris, évidemment, mais aucune région n'a quelque chose à voir avec Paris. En termes de calme, les gens sont gentils, ils sont souriants, mais c'est surtout que architecturalement parlant. Il est dur ce mot. Oui, il est dur. J'ai mis longtemps à le dire. On a des trucs, des maisons assez typiques. D'ailleurs, tout à l'heure, on est passé devant des maisons qui étaient plus en bois. Par exemple, comme celle-là, l'hôtel là-bas, etc., qui fait vraiment normand. Il y a des maisons avec des colombages, de toits de chaume, qui sont des trucs qu'on fait beaucoup ici. Dès que tu vas, parce que là on est quand même sur un coin qui est une station balnéaire, Cabourg, on va donc. Mais quand tu rentres à l'intérieur des terres, dans le bocage, là tu as vraiment des maisons plus typiques avec vraiment le toit de chaume, qui est pour moi l'exemple type de la maison typique en Normandie. Il n'y en a pas qu'en Normandie, hein, les amis. Il ne faut pas croire que je sois complètement obtus et que je pense que la Normandie c'est rien. Non, il n'y a rien. Mais quand même. Il y a beaucoup de trucs. Et puis il y a de la bonne bouffe. Hein. J'étais en train de regarder ça, du coup je me dis caramel de Normandie et d'ailleurs. Je pense qu'au niveau spécialité, il n'y a pas quelque chose qui va manquer. Par contre, je tenais à faire un petit arrêt sur image. Tout à l'heure, la personne qui a dit bonjour à Pépé, je veux quand même revenir sur cette anecdote. Elle va me mettre la honte. Elle est monstrueuse, cette anecdote. Est-ce que je peux mourir avant que tu la racontes, s'il te plaît? Tu peux. On était en train de marcher, discuter, de préparer l'émission, et du coup, il y a cette personne qui est venue et qui a dit enfin, elle a pas dit Pépé, mais elle a dit super et tout, tu me reconnais pas. Et Pépé, il était en mode j'ai aucune idée de qui vous êtes. La personne, elle commence à expliquer mais si, tu te rappelles à l'école, nani, nana, tu te rappelles de telle personne? Pépé, aucune idée de la personne. Attends. Et là, elle repasse avec son ami et je suis mort à l'intérieur. Mais oui, mais le problème, c'est que je sais pas, si vous n'avez pas mon âge, je sais pas comment dire les choses. Moi, c'est pas que le temps a passé, on a tous vieilli, tous changé. Là, en effet, cette personne qui, entre guillemets, fait coucou dans la rue, j'ai dû la voir il y a 25 ou 26 ans, quand j'avais 19 ans ou 18. Elle était dans ta classe, Pépé, classe. Mais oui, mais est-ce que tu te rends compte à quel point les gens changent? Mais bien sûr. Et moi, je n'ai pas. Elle m'a donné son nom, ça me disait rien. Par contre, elle m'a donné le nom de 2-3 personnes. Tu te rappelles cette personne? Là, oui, je me rappelle des noms, mais les visages absolument pas. Elle m'a donné son nom gentiment. Moi, j'étais là tout gêné. T'as vu la tête que j'avais? J'étais décomposé. Je voulais crever, quoi. Vraiment. Je veux dire. Et puis en plus, elle a rajouté derrière. Mais attends, qu'est-ce que c'est en fait? Si, c'est normal. La fessée. La quéquette et la quéquette ambrée. Et la quéquette en coffret, messieurs, dames. Parce que quand même, ce qui est important, c'est qu'il y ait la fessée et la quéquette en coffret. Mais c'est parfait. C'est une région qui ne manque pas d'amour ici. Hein. Donc oui, pour en venir à cette personne, je suis confus parce que c'est très gênant. Et, voilà. Ça, je suis obligé de vous en parler. Dis-nous tout. Alors, ça, c'est un truc qui a un peu ruiné ma jeunesse. C'est les tripes à la mode de Caen. Alors, ce sont des tripes, donc ce sont des abats, pas le groupe, hein. Donc oui, voilà, des tripes. Et il faut savoir qu'à Caen, c'est quand même la capitale de la tripe. Et il y a la tripière d'or à Caen. Et malheureusement, il y a des fois, on m'a un peu obligé à en manger. Quand j'étais gamin, on disait les tripes, t'es Caen, Normandie, gna gna gna. Et quand j'adore la gastronomie en général, mais quand j'avais ça dans la siège, je me demandais si quelqu'un avait vomi avant. Parce que c'est un peu ça, les tripes. Et donc, de ce fait, maintenant que je suis un adulte indépendant qui n'a plus à se faire imposer un peu la bouffe, j'en ai jamais regoûté parce que même si je sais que c'est pas mauvais, attention, c'est pas mauvais, hein, mais c'est l'aspect, l'aspect de la tripe, la tripe. Ce n'est pas quelque chose où tu dis ça va être délicieux. Ce sont des abats. Quand tu la vois, c'est un mélange d'abats. Là, si tu veux montrer les pains justement qu'on montrait tout à l'heure, parce qu'on a vu des. Là, j'ai vu des dingueries dans cette boulangerie. On a également la chance d'avoir ici des boulangeries assez ouf, dont des pains. Voilà, énorme, qui sont ronds comme ça, de la boulasse. Vous le voyez pas, mais vas-y, fais la forme parce que c'est un peu loin avec la caméra. C'est vraiment. Tu peux la montrer. C'est Ils sont comme ça. Mais je veux pas rentrer. Ils sont juste là.
Voilà. Bonjour. Bonjour. Tu vois? Ici. Donc c'est de la boulasse. C'est de la boulasse. Attends, mais c'est un pain normal ou c'est... Non, c'est pas un truc que c'est un peu de croissant à l'intérieur? Non, mais c'est une sorte de pâte un peu molle. Mais moi, j'en ai pas mangé beaucoup. Ça pas... Moi, j'étais le roi de la baguette. Hein. Ça, je sais qu'il y en avait ici et que j'en ai vu ailleurs, dans d'autres boulangeries ici en Normandie. Je suis même pas sûr que ce soit normand, mais j'en ai vu pas mal. Et au niveau de la bouffe, je rappelle quand même que c'est pas le pire coin. Hein. Il y en a partout. Ouais, il y a des spécialités qui sont pas très légères en plus, parce que globalement, la bouffe normande, on n'est pas dans le plat light asiatique. Hein. Ici aussi, on a beaucoup de beurre, beaucoup de sucre, beaucoup de sucre, nougat, parce qu'il y a du nougat également ici, de caramel, beaucoup de caramel. Il y a des caramels ici, spécialité normande de caramel, et des biscuits normands. Donc madeleine, beaucoup de madeleine. Ici, j'étais gavé de madeleine quand j'étais gamin. Mais c'est bien, ça m'a pas tellement profité, donc c'est plutôt cool. Et là, on va arriver directement. Le paradis du diabète. J'espère que ça va, que vous ennuyez pas trop avec nous. Commence pas, Pépé. Ils sont très heureux. Donc là, on arrive encore à un endroit où je venais, en général, pour manger avant de travailler, le Hastings. Ouais. Ici, je ne suis même pas sûr qu'il y avait le même nom à l'époque. Je suis même pas sûr parce que l'époque, on parle d'un truc, il faut qu'on remette dans le contexte. Hein. C'était dans les années 90, hein, parce que donc j'ai l'âge que j'ai. Vous avez quand même l'électricité, l'eau, voilà, et tout, donc c'est bien. Je suis un quadrat, mais voilà, donc il faut remettre dans le contexte. Donc on venait dîner là, et après, quand on avait fini de dîner, donc là tu peux faire un tour dans le sens, donc l'avenue de la Mer, regardez, elle est quand même super belle. Et là, vous avez le soir les petits lampadaires, vous avez tout le monde à poil et tout, des go-go danseurs, des go-go danseuses, les bars de pole dance dans la rue, truc de folie, il y avait des éclairages au plafond, mais non. Mais... oh, j'ai plongé moi, j'étais en mode mais putain. À Cabourg, une association balnéaire familiale avec les topless. Je me disais putain mais c'est le Club Med ici, je comprends pourquoi les Parisiens. Ils arrivent tous. Et là, voici donc une place qui est quand même à... C'est pas uniquement de la place dans mon cœur, cette place, c'est qu'elle est dans beaucoup de films. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films romantiques ou des films américains qui ont été tournés ici. Là, il y a une très très belle place. Hein. On va faire le tour de toute façon, voilà. Donc vous inquiétez pas. Mais... On peut passer par là parce qu'il y a les maisons à colombage. Allez. Enfin, à poutres, je suis dire les poutres apparentes, oui. Comme on dit sur la plage. Et du cachet. Attends. les maisons à poutres apparentes, ouais, Pépé. Et regarde celle-là ici, qui est donc... Putain, c'est très joli. Ça, c'est très joli. À la barre, c'est un bar PMU, ça. Mais ça n'a pas bougé, tu vois, depuis le... La ville n'a pas beaucoup bougé, en fin de compte, depuis que j'étais enfant. Et Dieu sait que, bon, le temps a passé. Et les bâtiments sont assez bien entretenus, c'est assez rénové. On sent que la mairie fait tout ce qu'il faut pour que ça reste nickel, alors que les maisons à poutres apparentes, enfin, en toit de chaume et autres, c'est très compliqué, ça vieillit très vite. Bon, je pense qu'ils font beaucoup de travail, surtout ici sur la place du Grand Hôtel. Là, en face, c'est le Grand Hôtel. C'est vraiment un truc qui est fou parce que le Grand Hôtel, c'est... moi, j'ai eu la chance d'y dormir 2-3 fois. Oh là là. Et c'est une merveille. Même chose, pris dans... T'as le bras long à Cabourg, hein. Oh là là. Je ferais bien une petite phrase derrière ça, mais enfin, si je la fais, on va se retrouver ban encore comme des fous. Enfin bref. Et donc, le Grand Hôtel, à la base, c'est super beau. Et il y a un restaurant génial qui s'appelle le restaurant, c'est la Salle Proust. Donc, c'est une merveille, ça donne sur la mer, on verra tout à l'heure. Et regarde un petit peu l'architecture ici. Ça, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ce que je te disais au début. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez la fresque en haut sur le. Ça fait vraiment typique classe, quoi. Et là, il faut savoir qu'à l'époque, quand j'étais donc ici, mon patron habitait celle-là, justement. Celle-là ? Cette maison-là. C'est-à-dire que s'il y avait un problème. Tu ne peux pas arriver en retard au boulot, quoi. Voilà, s'il y a un problème au casino, si jamais on avait un problème de fermeture du casino parce qu'il allait se coucher, on allait taper là à la porte et le patron était là. Il veillait un petit peu ici. C'était un mec génial, ce patron. Alors, dis-moi. Tu travaillais au casino, mais qu'est-ce que tu faisais au casino et combien de temps ? Alors le truc, toi, t'es un mec qui manipule les cartes, les sous ? Eh ben pas du tout, parce que le casino, à l'époque, abritait des discothèques. Et l'idée... Non, attends, le petit train de l'amour. Oh là là, c'est on peut tout même pas rater le petit train de l'amour. C'est le petit train de Cabourg, c'est toujours un moment délicieux. Il n'existait pas à l'époque où j'y étais, ils l'ont rajouté depuis... Pourtant, il a l'air d'avoir ton âge, si je puis me permettre. On passe un bon moment. C'est le meilleur moment de ma vie. N'ayant pas peur des mots. Bon, là, ils font visiter la maison de mon patron. C'est quand même une bonne idée. Donc oui, dans le casino, il faut savoir que je suis toujours un amoureux de musique. J'ai commencé, moi, ma vie en mixant, en faisant des jingles et tout. Je fais un fou de radio. J'ai commencé la radio, j'avais 11 ans et demi. Ah vache. Ah ouais, mais j'étais un gros taré de la tête. et donc j'étais voilà, et à un moment donné, je faisais de la radio donc sur la radio.
à Caen FM, et j'étais donc pas du tout majeur, mais on avait le droit à l'époque. Voilà, et il y avait des patrons de boîte qui m'ont entendu. Qui ont dit, bah, tiens, l'autre fou, il passe des disques, il a l'air d'avoir la patate, tu parles, ils étaient avec les boules qui les mecs comme des fous, putain, ils gueulent tout le temps et tout. Et t'as un patron qui m'a dit, bah, est-ce que tu veux pas faire des essais dans ma discothèque? J'étais majeur, hein. J'étais pas majeur, non. Parce qu'on a commencé à faire ce qu'on appelle le mercredi après-midi et le dimanche après-midi, c'est des trucs comme des sortes d'après-midi dansantes, quoi, mais c'était, on vendait pas d'alcool. Et il y avait tous les jeunes du coin qui venaient, c'était à Caen, c'était à Saint-Aubin. Saint-Aubin, c'est de l'autre côté de la côte. Et moi, j'avais 15 ans. Donc c'était DJ Garcia, quoi? Non. Ah non, c'était quoi ton nom? Pépé. Patrick Pierre, Pépé. Donc Garcia et Sergent aussi volontiers. Donc le truc, c'est que donc j'ai commencé à me faire mes armes en boîte de nuit pendant que j'étais encore en train de faire mes études. Je faisais de la radio en même temps. Et je commençais à gagner un petit peu de fric. Il y a prescription, je peux le dire, donc au Black. L'après-midi. Et donc l'après-midi, je mixais, j'étais comme un fou. Et après, il y a d'autres patrons de plus grosses boîtes qui se sont un peu intéressés à moi, les fous, les malheureux. Et dont le patron de ce casino qui est derrière, qui avait la plus grosse boîte, la troisième plus grosse boîte en France, qui est le Palace. Alors c'est le même que le Palace à Paris, c'était créé par Fabrice Emmer également, mais c'est le Palace Côte-Normande. Donc c'est un endroit où je suis allé, j'étais majeur aussi, j'étais mineur. Quand je suis allé dedans aussi, et je dansais et tout, et j'ai regardé la cabine du DJ qui était au-dessus, c'est une salle de 3000 places, avec une sono de 6000 watts. C'est de la folie, et j'ai regardé le DJ là-haut, et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais être là-haut. Qu'est-ce que j'aimerais être là-haut. Moi j'étais en train de mixer dans mes petits trucs, le mercredi, le dimanche, quoi. J'ai dit, j'aimerais. Et un jour c'est arrivé, le patron, donc qui avait cet endroit, qui avait en même temps le casino de Saint-Aubin, c'était le même patron, m'a dit, Pépé, est-ce que si je vous laisse le Palace, vous sentez de le faire? J'étais tout jeune. T'étais terrorisé ou Terrorisé. La première soirée, j'imagine. Mais c'est même pas vrai. La première soirée, je crois que si j'avais pu me pendre avec les fils du micro, je me serais pendu avec les fils du micro. Et ça a commencé l'aventure. J'étais vraiment un gamin. Et puis bon, j'ai fait mes armes. J'ai fait des conneries, j'ai fait de la merde. Je me suis amélioré. J'ai appris à parler correctement dans le micro pour la foule et non pas pour la radio. J'ai commencé à faire mes armes et à guérir ma trouille. Quand tu fais danser l'été, parce que c'est une station balnéaire, l'été, tu avais le Palace qui était plein de 1500 à 2000 personnes qui dansaient dans cet endroit-là. Donc prendre la parole en hauteur, dans une chaire, avec tout le monde qui est en bas, ça te guérit de tout ton trac. À l'époque, c'est du vinyle, donc c'est un disque foiré ou un truc comme ça, tu te retrouvais avec les gens qui te sifflaient et tu étais là, tu étais en haut, tu avais les lumières sur ta gueule, donc ça te guérit de tout, de tout. Donc ça a été une belle expérience, et en plus dans un endroit pareil, et donc le Palace, ça a été des années de ma vie. Combien d'années du coup en tant que DJ? J'étais résident, quand j'ai commencé, j'étais pas vraiment, bref. Pas vraiment majeur. Je sais pas, je ne connais pas mon âge. Donc voilà, j'étais très jeune, et le truc c'est que je suis resté, je crois, 7 ans en résidence. C'est résident. À l'époque, c'était des résidents. Il n'y avait pas d'autres DJ. Quand tu étais résident, c'était toi qui gérais du matin au soir. C'est-à-dire qu'à dire, quand il y avait une saison d'été, il y avait 77 soirs en non-stop pendant l'été. Tu faisais 77 soirs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de remplaçant ou un truc comme ça. Par contre, je peux vous dire, à l'époque, putain, là j'étais salarié. Tu es payé à la soirée, mais enfin tu as un salaire. En tant que mec qui avait l'âge que j'avais. C'était le feu, quoi. C'était le feu, donc j'ai mis un peu d'argent de côté pour assurer mes vieux jours. Et j'étais content. Et puis en plus, je mettais de la musique, il y a des gens qui dansaient, il y avait de l'ambiance. Tu faisais quoi comme musique? La musique de boîte de l'époque ou de l'époque, du boom boom, quoi. Non, pas forcément, parce que j'ai eu la chance d'avoir été bercé dans des ambiances musicales un peu internationales, puisque j'ai vécu en Grande-Bretagne et tout le temps Londres. J'avais l'idée vraiment de la new wave dans la tête, de la soul, funk. J'ai vécu le début en même temps des premiers trucs un peu acid, high energy, des trucs comme ça, comme il y avait Too Unlimited, No Limit, des trucs comme ça. Je commençais à les passer en boîte. Donc, ce qui était marrant, parce que c'était des courants musicaux. Moi, j'étais globalement courants musicaux très, 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 très anglais, très américains. C'est-à-dire que les gens qui voulaient écouter danser le jerk ici pouvaient l'entendre, mais c'est parce que j'allais passer 15 fois dans la soirée. Donc j'essayais à l'époque de me dire, j'avais mes goûts, quoi. C'est con, mais il y a des trucs que j'étais obligé de passer parce que c'est l'été et tu vas passer des trucs tu fallait passer des trucs d'été, comme c'est normal, mais j'adorais voir les gens s'amuser. À la limite, moi je ne comptais pas. Je veux dire, si les gens s'amusaient, je m'en foutais. Je veux dire, c'est bon, la piste est pleine. La piste est pleine, le DJ fait son boulot. Tu vois. Donc, mais dès que je pouvais, je balançais un peu de new wave, un peu de soul, je balançais du Marvin Gaye, je balançais du Aretha Franklin, dans une boîte de 3000 places. Donc ça donnait, et puis avec une sono extraordinaire. C'est ce que j'allais dire, toi du coup tu étais dans le son depuis le début, quoi. Depuis le début. Moi j'ai commencé à avoir ma table de mixage
Ma première table de mixage, c'était une BST. Les gens qui connaissent peut-être cette marque, BST à l'époque. J'ai commencé à mixer, j'avais 11 ans, dans ma petite chambre. Et j'ai commencé j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a offert les magnétophones à bande, les TEAC. J'ai commencé à fabriquer mes jingles vers 11 ans et demi, faire des jingles, des trucs comme ça pour la radio, où je travaillais bénévolement. J'officiais. Ouais, c'était bénévole, tout ça, c'était pour me faire la main et parce que ça me faisait kiffer. Puis je suis un passionné, moi je vais au bout des trucs. Et donc je faisais mes jingles moi-même, je faisais mes montages, je remixais des morceaux, je retravaillais des morceaux avec des synthétiseurs tout pour changer la sonorité. Je remontais des morceaux. Et je coupais parce que c'était des bandes, donc tu coupais, tu collais les bandes sur le TEAC et tu refaisais comme ça des montages, des jingles et je mixais tout ça et j'avais des parents qui me laissaient faire tant que je ramenais des bonnes notes. Ouais, c'est ça. Le truc c'était le deal. Tu es bon à l'école, on veut bien. Tu te foires, on coupe tout. Alors crois-moi que la carotte elle était gigantesque. Et du coup, toi, t'as fait quoi comme études au final? Ah non, mais je faisais mes études en même temps, ça ne m'empêchait pas de faire mes études. Moi, j'ai fait, j'ai un bac économique et philo. Ok. Et j'ai bifurqué après, mais assez rapidement, pendant 2 ans, sur ce qui était à l'époque un DUG d'anglais. C'est donc un bac +2 en anglais, parce que l'anglais m'a toujours attiré. Ouais, mais je suis allé plusieurs fois en Grande-Bretagne, j'y ai même la chance d'avoir fait, je vais déjà expliquer, un exchange entre le lycée où j'étais et un lycée anglais. On avait le correspondant, le pen pal anglais qui venait chez toi, et après tu allais chez lui. Donc il faisait les cours avec moi en France, et moi après je faisais les cours avec lui en Grande-Bretagne, à Newton Abbot. Et donc pendant 2 ans comme ça, j'ai eu la chance de découvrir avec donc un Anglais et ses potes, David Bowie que je connaissais pas, les Cure. Donc j'ai vécu ça sur place. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte à quel point pour un mec comme moi, ça a été un moment de ouf de se dire que tu as pu découvrir des artistes qui étaient à la limite pas trop connus pour des gamins comme moi. Gamins, je parle de quelqu'un qui avait 11 ans et demi, et les Cure ou machin ou truc, tu vois, c'était pas tellement connu. Et en allant en Grande-Bretagne, j'ai découvert tous ces groupes qui sont... j'ai découvert Elton John, j'ai découvert tous ces artistes parce que je suis resté en Grande-Bretagne avec eux et qu'on écoutait à la radio sur la BBC les nouvelles chansons de Frankie Goes to Hollywood ou bien des trucs comme ça. Et moi, j'avais 11 ans. Je surkiffais de ce que ça m'a apporté en tant qu'être humain, d'avoir une autre culture, d'avoir une ouverture d'esprit et de pouvoir adapter tout ça après à ma vie en disant, voilà, il y a tout ça qui existe dans le monde, il n'y a pas que la Normandie. Et tu peux ramener ça avec toi, essayer de faire participer tes amis, d'essayer de faire danser les gens sur à l'époque des morceaux qui n'étaient peut-être pas forcément les plus passés en radio, mais parce qu'en Grande-Bretagne c'était numéro 1 et des trucs comme ça. Et j'étais heureux. Franchement, j'ai eu une enfance, j'ai eu une jeunesse extrêmement heureuse. J'ai beaucoup travaillé et les études, c'est vrai qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Parce que j'y arrivais plus. Je n'arrivais plus à concilier les choses. J'avais déjà commencé à travailler à Paris en tant que journaliste. Pendant que j'étais au Palace le week-end, je partais le dimanche soir d'ici à 2h du matin avec ma voiture. Quand j'avais fini de travailler au privé ici, je partais à 2h du matin avec ma voiture et j'étais au boulot à 9h du matin à Paris. Pour la radio? Non, pour le journalisme. Ouais, j'avais commencé déjà, un patron m'avait découvert aussi parce que j'avais tapé aux portes, parce que je voulais être journaliste, en plus de mes conneries. J'ai tapé à toutes les portes de tous les magazines que je lisais et il y a un mec qui m'a dit, écoute, on va te former. Et j'étais tout jeune. Journaliste tech, déjà tech, de base. Tech, c'est-à-dire que déjà, comme à la base, j'avais appris le mixage, j'avais appris l'audio parce qu'on m'avait appris à régler la sono, on m'avait appris à tester le son dans la discothèque. Et je sais que c'est pas facile sur des enceintes JBL de 3,10 m de haut. Donc on m'avait appris tout ça. Déjà, je savais mixer, je savais donc étalonner. Et puis c'était ma passion. Moi, je vous foutais la tête dans le matos ici, dans les colonnes, dans le matos, les égaliseurs, les DBX, et j'étais hyper heureux. Je voulais continuer là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai tapé aux portes. Et puis, à l'époque, je n'avais pas la vidéo dans la tête. C'était vraiment la musique et le son. C'est-à-dire qu'à la base, comme je suis un homme qui aime la musique, je voulais trouver la meilleure façon de la retranscrire. C'est-à-dire, en effet, pas faire de la sono uniquement, mais avoir le son de la hi-fi. Et c'est là où mon patron à Paris, qui m'a engagé en tant que journaliste, m'a appris à écouter le son. Et puis après, d'autres personnes m'ont appris la vidéoprojection, l'image, le mastering audio, vidéo. C'est qu'un concours de circonstances avec des gens qui t'ont épaulé, qui m'ont aidé à aller au bout de ma passion, mais qui ont vu cette passion que même moi, j'ai pas vraiment détectée à ce point-là. Et j'ai eu une chance de ouf, quoi. En fin de compte, c'est de la chance. Et là, c'est une partie de ma grande chance, parce qu'ici, j'ai rencontré des gens en même temps. Quand je travaillais en tant que DJ, comme la boîte était grosse et assez connue dans le coin, il y avait beaucoup de gens qui venaient justement de Paris. Et j'ai eu beaucoup de contacts avec des patrons, avec des gens même dans la profession qui sont venus me voir pour savoir si je voulais travailler avec eux, parce que la boîte était assez impressionnante. C'était une des plus grosses boîtes qui existent en France dans sa dimension, 3000 places. Ouais, quelles sont les boîtes de 3000 places aujourd'hui? Il n'y en a presque plus. Et en plus, c'était 1500 places pour un bar. Le bar faisait 1500 places, donc c'est une grande salle, divisée en deux. La deuxième
deuxième partie, c'est la piste de danse. Il y a, regardez ici, quand vous voyez le bas, le toit, regardez la taille que ça fait. Ah ouais. Et ben, c'est le haut de la discothèque. Et le bas, c'était le bas de la discothèque. Et moi j'étais. On va passer devant Voilà. tout à l'heure, Et moi, ça sera j'étais plus visible. Pardon. Et moi j'étais donc à peu près, je crois que j'étais à 11 ou 12 mètres au-dessus des gens. C'est-à-dire que. Ah ouais, putain. Ben oui, puisque tu es une chaire. Ouais. Donc les gens dansaient Comme dans un l'arène. théâtre, C'est un quoi. théâtre. Ouais. C'est un théâtre à la base. Hein. Donc les gens dansaient, ça fait que eux avaient la sono dans la tête. C'est-à-dire que eux avaient vraiment Le son pur. les 110 dB. Ils avaient la sono JBL. Moi au-dessus, si tu veux, j'avais que le retour son Ouais. pour pouvoir mixer. Donc j'avais pas la musique à fond en bas. Donc on avait un micro en bas qui disait ce que eux prenaient. C'est-à-dire quand j'atteignais 102, 103 dB et que j'avais beaucoup d'écho dans la pièce, je savais que c'était un fort en bas. Ouais. Mais à la limite, moi j'étais pas devant les enceintes, ce qui m'a protégé l'audition, étant donné que je n'ai pas moi été dans une discothèque où j'étais en face des enceintes. Ouais. Elles étaient en dessous. Mais en même temps, on avait installé des retours en même temps dans la pièce pour que je puisse avoir un retour son, même dans la salle. Même dans la discothèque, il y avait un retour en fond de salle pour que je puisse avoir le son qui revienne. Parce que le bâtiment, regardez la taille qu'il fait. Et tout le bâtiment en haut correspond à celui de la discothèque. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est très très haut. Donc c'est haut et c'est grand. C'est-à-dire que la discothèque démarre au moment où le bâtiment, le toit commence. Ok. C'est le palace, qui n'existe plus maintenant. Hein, parce que maintenant c'est un casino complet, c'est-à-dire un casino sous, machine à sous. Et donc c'était une discothèque qui, moi, m'a marqué ma vie parce qu'il y avait même des reportages, il y avait des magazines japonais qui venaient la voir parce qu'elle avait été conçue donc, par des gens qui connaissaient le son, c'est-à-dire l'installation JBL qui était dedans. C'était vraiment des gros professionnels de la sonorisation qui avaient installé ça comme pour une salle de concert. On avait des concerts. Moi, ici, il y a eu Police, il y a eu Sting, les Rita Mitsuko qui sont venus. Mais trop bien. Il y a T'étais eu- là du coup? J'étais. Sting, je crois que j'étais un peu jeune. Moi, j'ai vu les Rita. Ouais. J'ai vu les Rita. Qui sait qu'on a eu encore? On a eu des tas de tournées avec des artistes français. Il y a eu Jackie Quartz qui est passé, Catherine Lara. Moi j'étais là à ce moment-là. Mais on a eu des tas d'artistes dance également qui sont venus. Il y avait des groupes comme Snap, il y avait des groupes comme Enigma qui sont venus faire des shows ici parce que tout l'été il y avait des spectacles tous les soirs qui étaient donc arrangés avec le casino. Et donc les gens qui venaient avaient en même temps une soirée dansante, enfin une grosse soirée discothèque. Et comme la scène est gigantesque, c'est un théâtre, il y avait des artistes qui se produisaient. Ouais. Donc on a eu Oliver Cheatham pour les gens qui aiment le funk, on a eu Jocelyn Brown, on a eu des gros artistes qui sont passés ici, dont les Rita qui sont venus plusieurs fois, Ah ouais, Catherine génial. Ringer, tout ça, qui était une cliente parce qu'elle était au Grand Hôtel et elle venait danser au Palace. Et moi je savais quand elle était là et on me prévenait à l'entrée, on me disait voilà Catherine est là et hop je lui balançais un James Brown, Get On Up, parce que c'était un de ses morceaux favoris. Ah, ok. Ah ouais, d'accord. à Catherine Ringer. Et donc, je la voyais se déchaîner sur James Brown, qui est un morceau qui fait 15 minutes, mais les gens la regardaient et elle était venue me voir en me disant, mais de toute façon, la musique, c'est ça. Le mec peut dire Get On Up pendant 15 minutes, si c'est génial, les gens vont danser pendant 15 minutes. Et elle a raison, c'est un morceau qui est. Sex Machine, c'est un morceau qui est resté. Parce que, et puis voilà, elle aime beaucoup le funk, la soul, et moi j'étais très très content. Et du coup, pour reprendre. Ah, pardon, je suis parti loin, je suis désolé. Oh non, mais c'est très bien, c'est Je suis très bien désolé, justement. je suis désolé. Alors, on a le casino là, tu nous as parlé du Grand Hôtel. Tout Yes. à l'heure, tu m'as dit que dans le Grand Hôtel, il y avait une salle. Un restaurant, salle un Marcel rest- Proust. Voilà, le restaurant Marcel Proust. Tu m'as dit aussi qu'il y avait eu des films qui avaient été Ah tournés. oui, plein, parce qu'ici à Cabourg, il y a le festival du film romantique. Ok. Donc il y a beaucoup d'artistes, il y a le Louche qui a tourné ici, il y a plein de gens. Donc tous les ans, il y a le festival du film romantique qui se tient donc au casino, avec ici c'est attenant. En général, ils ferment cette place-là Ok. et t'as tout qui se passe ici. Voilà. Là, il va pleuvoir. La place est très très jolie. Hein. Je peux te dire qu'il va pleuvoir, je connais ma Normandie. Il va flotter dans peu de temps. Donc le On truc, voit le c'est- soleil pourtant. Mais... Ouais, mais moi, j'ai mal aux cheveux dans ces moments-là. Donc voilà, le truc c'était un complexe complet. Les gens se connaissaient, c'était deux entités différentes. C'est-à-dire qu'il y avait les gens du Grand Hôtel qui étaient le personnel, nous on était le personnel du casino, mais on se connaissait. Donc quand ça fermait ici à 4h ou 5h, parce qu'il faut savoir que même s'il y a une boîte de nuit, dans un casino, c'est la boule, les jeux de boules qui décident de l'heure de fermeture. C'est-à-dire Ok. que comme c'est un casino, si la boule décide qu'à 4h on ferme, parce qu'eux décident qu'à 4h il faut fermer, les discothèques ferment aussi. D'accord. C'est un complexe entier. Dans ce cas-là, on atterrissait au Grand Hôtel, au bar du Grand Hôtel, Ok. voir les potes pour qu'on discute un petit peu, qu'on fasse le briefing de la soirée, pour savoir s'il y a eu des problèmes ou pas. C'est quand on brasse comme ça pendant l'été des soirées où dans le casino, il y a entre 3 et 6 000 personnes qui passent. En tout, c'est vrai qu'il faut faire très attention, gros service de sécurité. Et c'était très très nombreux pour la sécu. Moi, j'ai pas vu beaucoup de problèmes dans toutes les années. J'ai eu quelques fois des petits trucs. On a fermé le casino avant parce qu'on n'est pas de sécurité. À Ouais. part ça, Ouais. ça a été. En vrai, c'est pas une région où j'imagine qu'il y a beaucoup de criminels. Non. Et puis, on va dire, c'est bon enfant. Les gens qui venaient ici, c'était des gens donc, de Cabourg, de Dives-sur-Mer, Oulgat.
Et tout le monde se connaissait. On a été vraiment. Ah bah je l'ai vu tout à l'heure. Ah ouais, c'était vraiment des bandes, tout le monde se connaissait. C'est l'avantage de ce que j'appelle les petites villes, parce que Cabourg, moi je sais plus où ils en sont actuellement. Il y a peut-être 30 ou 40 000 personnes à Cabourg. Ok. Ça fait que moi je connaissais tout le monde, les gens venaient faire des coucous à la cabine en haut tout le temps et tout. C'était une époque bénie, parce que c'est à la fois une grosse machine et à la fois fréquentée par les gens locaux. Ça fait que c'était leur endroit. Et il y avait toujours une clientèle qui était vachement bien, et on avait un minimum, je pense, de 400-500 par soirée en ouvrant le vendredi et le samedi, avec des samedis quelquefois l'été, donc entre 1200 et on a fait jusqu'à 3002 qui passaient dans la soirée. C'est-à-dire que c'est des soirées où on offrait l'entrée aux gens qui, par exemple, un titre à la con, si vous avez un jean, vous ne payez pas. On savait que le bar allait faire un chiffre de ouf dans la soirée. Ouais. Tu vois, c'était des trucs. Et il y avait des normes de sécurité, c'est-à-dire à un moment donné, ils bloquaient aussi l'entrée si tu ne pouvais plus accéder dans. Mais 3200 personnes, c'est là, énorme. Ça tient 3000. Ouais. Le Palace tenait 3000 à l'époque. Là, j'imagine. Donc depuis, ça a été racheté. Je crois que c'est un casino partouche. Voilà, c'est ça. C'est que à un moment donné, il y a eu, je pense, il y a eu un petit problème entre mon patron de l'époque et la mairie. Et je pense que ça a commencé à mal se passer, parce si ma mémoire est bonne, je veux pas on a commencé à avoir des contrôles de sécurité qui se devenaient un peu insistants, donc on sentait qu'ils cherchaient quelque chose. Ok. À ce moment-là, on a commencé, nous, le personnel, à se dire, oh là là, c'est pas tout à fait, c'est bizarre ce qui se passe. Et on s'est dit, peut-être et puis en effet, il y a eu un moment donné, ça a bloqué. Ça a été vendu. Et on sait que ça s'est mal passé, et qu'on s'est retrouvé en chômage technique à ce moment-là. Moi, je continue à travailler à Paris, mais mes collègues se trouvaient en chômage technique, c'était triste. Ils ont occupé le casino à ce moment-là. S'il y en a qui nous regardent maintenant, moi je les embrasse très fort. Et on a essayé de se battre, parce que c'était notre outil de travail et que c'est un endroit qui est merveilleux, mais on n'a pas réussi à le sauver. On n'a pas réussi à le sauver. Donc du coup, moi, à ce moment-là, j'ai arrêté Cabourg et je suis venu à plein temps à Paris. Voilà, c'était dans les années 90. Dans les années 90. Voilà, et j'étais encore très jeune, parce que j'ai commencé super tôt, comme je vous l'ai dit, en boîte de nuit. Et par contre, ça a forgé mon caractère, ça a forgé tout ce que j'avais envie de faire dans la vie, c'est-à-dire le côté, l'amour de la musique, envie de participer. C'est quoi un DJ? C'est un mec qui aime la musique. Il va la diffuser pour que son cœur soit donné aux autres, c'est-à-dire que les autres aient sa passion entre les mains, dans les oreilles. Tu vois, c'est un partage, être DJ. Et c'est le truc que je me suis dit, mais moi j'aime pas, je suis pas le mec qui aime les choses pour lui. Moi, j'en ai rien à foutre d'être dans ma piole en train d'écouter de la musique. Si je peux la faire donner aux autres et participer aux autres, moi, je le fais tout de suite. C'est ce que tu transmets dans tes vidéos aussi. Moi, je ne teste pas un téléviseur pour ma gueule. Je teste un téléviseur parce que j'ai tellement envie que communiquer cette passion que j'ai autour de moi, dans ma vie, que je teste le téléviseur pour les autres, pour regarder le truc que j'ai, c'est ouf. Et c'est cette expérience-là qui m'a donné ça. La discothèque, beaucoup de monde. Et c'était tout le début de l'étincelle de ma carrière. Et tu étais dans un cadre idyllique, puisque en parlant, on arrive directement sur la plage de Cabourg. La promenade. Cabourg-Plage. Voilà. Avec le casino du coup que vous voyez en fond derrière, le grand hôtel qu'on vient de voir de face. Ouais. Bon, la plage, Pépé, c'était quoi? C'était tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, parce que franchement, c'était... c'est vrai que le temps, on va pas se mentir, on n'est pas à Marseille, mais la plage, c'est une plage de cette dimension, si tu veux aller dans l'autre sens. Parce qu'il faut quand même que tu montres un petit peu au petit loulou. Ah oui, c'est parce grand. Que là, on a donc... Ils peuvent pas là, voir, on a donc Cabourg. Mais après, quand on va de l'autre côté, où il y a le bateau, je ne sais pas si on le voit là-bas, on va vers une autre partie de la côte, où on va vers Ouistreham, Rivabella, on va vers Luc-sur-Mer, Saint-Aubin, justement, le casino de Saint-Aubin était le même patron qu'ici, c'est pour ça que je passais d'un à l'autre. Donc on a toute cette côte ici, Luc-sur-Mer, il y a une jetée absolument incroyable, qui est très américaine, où tu vas sur l'eau comme ça, la jetée de Luc-sur-Mer. Donc si tu veux, quelque part, on n'avait pas le beau temps, on n'avait pas la chaleur, mais on avait ça. Et franchement, le cadre est idyllique. Et on avait cet endroit incroyable, on va à la Vue-sur-Mer. Il y a des gens qui se baignent d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Là, parce que moi-même, je suis un peu... Toi, t'es un frileux. Alors, le problème n'est pas là. Je vais être franc, je me suis baigné une fois ici parce qu'on m'a jeté dedans. Je plaisante pas, non, elle est quand même fraîche. Et j'arrive pas. Il faut que ce soit un bain, moi. Mais en plus, c'est assez propre, la flotte globalement ici. Ouais, non, regarde, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien du tout. Elle est assez propre. J'ai jamais vu de problème de flotte sale ici à Dives ou à Cabourg. Et non, ça a vraiment été idyllique. Et j'ai eu une chance de ouf parce que cet endroit, c'est pour ça que je suis devant. Et puis
vous me connaissez, moi je suis un mec qui est très émotif et je suis très très ému de voir ça parce que si j'avais pas eu ça, ce casino, la discothèque, les expériences, un patron qui m'a fait confiance, alors qu'il avait quand même une boîte qui avait une grosse capacité. Si je foirais sa boîte, je foirais sa saison. Je foirais des millions de francs. Et il m'a fait confiance et c'est la première fois qu'un patron faisait confiance comme ça dans la vie, alors que j'étais un gamin. J'emploie le mot gamin à bon escient. J'étais un gamin et ça a forgé ma tête. Ça a forgé ma tête en disant bah écoute, peut-être que tu peux y arriver. Peut-être que tu peux arriver au bout de tes rêves. Et mon rêve c'était justement la musique, la vidéo, voyager. Oh là là, et là maintenant t'es un rêveur accompli si je puis me permettre. On n'est jamais accompli. Non mais t'es au moins un petit peu rassasié. Je suis pas rassasié. T'as la moitié au moins, tu peux pas dire ça. Mon petit Attendez, mais Pépé, vous avez vu toutes ces vidéos encore la semaine dernière, il a fait un double saut à Je suis l'élastique. jamais content. T'es parti dans des milliers d'endroits, t'as fait des milliers de choses. Je suis content. Tu sais, il y a des gens qui disent dans le chat que t'as déjà eu, on dirait que t'as eu 5 vies, tu vois. Mais non, mes petits loulous. Je veux dire, oui, peut-être, mais il y a encore, vous savez, dans ma tête, c'est comme un univers, mais on sait très bien que l'univers est infini. J'ai toujours des trucs où je me dis, je me dis que ça peut paraître con, c'est très personnel, j'aurais pas le temps de faire tout ce que je veux dans ma vie, parce que je mourrai avant. Et je veux aller dans l'espace, j'ai des idées de folie sur des trucs, et j'ai envie de voir les voitures volantes, des tas de trucs comme ça, tu vois, j'ai plein de trucs, mais déjà, c'est vrai qu'on est tous la somme d'expériences, c'est-à-dire que ce que nous sommes tous, c'est une somme d'expériences. Et mon expérience, moi, elle commence vraiment ici. Et ça a vraiment... Ouais, pour toi, là, ici, là, ça a une vraie valeur émotive pour toi, parce que c'est là où tout a commencé, quoi. C'est là où Pépé est devenu Pépé. C'est là où on a commencé à me faire... excusez-moi, je suis désolé. C'est là où on a commencé à me faire confiance, et c'est là où j'ai pu avoir une maturité professionnelle qui m'a permis de croire que je pouvais, moi, petit provincial, que j'allais pouvoir peut-être accéder à mes rêves de voyager, de devenir journaliste. Et si j'avais pas eu ce coup de pied au cul gigantesque, dans un endroit où il y avait un enjeu qui était fort, et quand, je sais pas, les gens qui nous regardent, je sais pas quel âge j'ai, mais à 18 ans ou à 17 ans, quand on te met un truc pareil entre les mains, tu sais pas comment l'approcher. Et si t'es pas aidé, tu peux facilement faire des énormes conneries. Et j'ai eu la chance, voilà, c'est tout. Et ça, c'était le détonateur. Là, on peut voir une partie du restaurant, enfin de la salle Marcel Proust, ici. Donc c'est un restaurant très très... Apparemment, c'est la salle qui a été utilisée pour la dernière scène de Intouchable. C'est possible, parce que même quand je travaillais au casino, il y avait un nombre de tournages qui étaient faits ici et devant le casino, qui étaient ouf. Mais merci pour le chat, c'est super cool. Mais je sais pas, ils ont des petits cœurs, les loulous d'amour. Donc le truc, c'est qu'en effet, même quand je travaillais, on sortait, il y avait des tournages ici, sur la plage. Enfin, les cinéastes tournaient beaucoup ici. C'est depuis toujours, quoi. Depuis toujours ici et à Deauville sur les planches. C'était les deux endroits, et où on va aller à Dives-sur-Mer pour le côté marin, pêche, où on va y arriver. De toute façon, on aura le temps avant la fin de l'émission, et de voir un petit peu comment ça se passe. Mais c'est un endroit, c'est vrai, qui est chargé d'histoire. D'abord, la salle Marcel Proust, comme son nom l'indique, hein, parce qu'il a résidé, il était souvent ici. Du coup, pour toi, le bâtiment emblématique dont je te parlais tout à l'heure dans la checklist, c'est le casino. Le casino de Cabourg. Et bah écoute, on peut déjà le checker de cette checklist. Et en plus, du coup, c'est aussi l'endroit où tu vas travailler finalement. C'est l'endroit où j'ai commencé à me dire que peut-être je valais quelque chose. Oh, non, mais je suis très sincère. On est tous dans la vie avec des rêves, et on se demande toujours, est-ce que, quand tu n'as jamais eu de patron, vraiment, quand on a un pour la première fois, tu te demandes si il va t'accepter longtemps. J'étais gamin. Il faut comprendre ça. Là maintenant, si on me dit à mon âge, oui, un patron, machin, c'est différent dans ma tête, je vais le respecter. Mais l'idée de savoir la première fois, est-ce que quelqu'un qui est un référent professionnel va pas te dire au bout de 3 semaines, écoute, t'es gentil, mais je me suis trompé. En fin de compte, en tant qu'animateur, DJ, machin truc, t'es pas bon. Et j'avais ça au bout du nez. Et malgré tout, cette idée d'avoir quand même réussi à tenir aussi longtemps dans cette boîte de nuit qui était assez compliquée dans sa structure et sa dimension, ça m'a permis en même temps d'avoir, entre guillemets, je vais être vulgaire, d'avoir les couilles, d'aller taper aux portes pour être journaliste, d'aller taper aux portes après dans ma vie, où j'aurais peut-être pas eu complètement les coucougnettes de dire je suis désolé, je peux y arriver. J'ai pris des gadins, il y a des trucs que j'ai essayé,
à M6 ou un truc comme ça, je me suis pris le mur, hein, où j'ai pas réussi à séduire, j'ai eu des castings où j'ai foiré, je le sais, des émissions qui sont passées en télé où j'avais été contacté et j'ai fait les castings et je sais que quand j'ai fait les castings, je suis sorti en disant bon là je vais pas réussir. Et des grosses émissions hein, où ils cherchaient des animateurs et voilà, il y a quand même, tout n'est pas... Mais au moins, j'ai pas eu la peur de me présenter. J'ai pas eu la peur de dire voilà, je suis ce que je suis, je vais vous faire votre truc, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais au moins, j'ai pas eu la trouille au ventre d'aller faire le casting ou d'essayer d'avoir ce truc-là. Je veux dire, un de mes regrets, c'est de ne pas avoir réussi à imposer à une chaîne, quelconque soit-elle, une émission high-tech, c'est-à-dire une grosse chaîne. J'aurais aimé qu'à l'époque, un Canal+, ou parce que bon, j'avais une chronique à Canal, mais c'était des chroniques à la cool, mais qu'il n'y ait pas une émission entière, qu'aucun gros média ne s'intéresse, n'est vraiment une émission dédiée à la tech. À la tech. Comme on a nous, finalement, avec le journal du hardware. Exactement. En vrai. Qui est un journal du hardware, un peu plus simple, c'est-à-dire aller un peu moins loin dans la technique, de présenter les nouveautés. Tiens, vous voulez une petite caméra à 150 €, on vous la montre. Un truc grand public, tu vois. J'ai jamais réussi à l'imposer, alors qu'on avait essayé avec M6, des projets étaient en cours chez M6, qui étaient assez avancés. Récemment, j'ai essayé justement avec Mouloud Achour, qui avait un projet avec Click. Et moi, on devait faire une émission high-tech avec Mouloud. On n'a pas réussi à la faire. Et ça fait 3 fois qu'on essayait avec Mouloud, déjà. Ah ouais. Et parce que Mouloud est un mec génial, il est formidable, je m'entends super bien avec Mouloud Achour. Et avec Click et avec Canal. Et on n'a pas réussi. Et pourtant, c'est même pas une question de potes, mais ce sont des potes. Et c'est que derrière, la chaîne a du mal à se dire, on va faire une émission tech avec Pépé. Ouais, on va financer. On va financer. Et moi, je leur avais dit, mais me dites pas qu'il n'y a pas des marques comme Samsung ou autres qui ne seraient pas capables de foutre du fric sur la table pour avoir une émission tech avec le petit logo en bas. Ils le font bien pour d'autres entités. Ouais. Et ça n'a jamais marché. Enfin bref, on va pas parler de ça. Ça fait partie des trucs qui sont mes rêves. À supputer que ce soit un rêve d'être dans un gros média, alors que je l'ai été et que quelque part, j'aime beaucoup l'ambiance un peu plus feutrée du stream ou bien de Frandroid ou autre. Mais c'est des expériences différentes. Moi, dans ma vie, ce que je souhaite pour ma vie, c'est que quand je vais être sur... Je dis, mais putain, ta vie, c'est un putain de puzzle. Et tu as réussi à faire de tout et tu as essayé, putain. Tu as essayé de faire les trucs comme tu avais dans la tête quand tu avais 11 ans. C'est-à-dire, j'ai envie de faire ça, voyager, faire un truc sur... Quand je suis rentré à Canal pour la première fois, c'était le rêve de gamin. Je veux dire, quand je regardais Canal+, je dis oh, j'aimerais bien être à la place de Jérôme Bonaldi, de machin, truc. Putain, quand Canal m'a dit OK pour une chronique high-tech, mais j'ai appelé tout le monde, mais je chialais comme une merde. Et j'étais là, je me pinçais, j'étais assis sur le trottoir devant l'entrée de Canal+, quand ils m'ont annoncé que c'était OK. Et je me disais, mais c'est pas à moi que ça arrive. Et j'ai des rêves comme ça. Disais que pour moi, c'est un peu pareil. Bon, peut-être pas jusqu'aux larmes, mais quand le stream m'a appelé pour valider la première émission. C'est la même chose. Pour la première émission pour laquelle j'ai été validé, moi, c'était le mobile, évidemment. Et quand on m'a dit, ça se fait, on a Summoners War derrière et tout, c'est des gens que je regardais avant, quoi. Moi, j'étais aussi spectateur comme toi de Canal. Et ça procure un bonheur infini, quoi. Tu te dis putain, c'est tombé sur moi, tu vois. C'est exactement la même chose. C'est grave. C'est quelque chose qui. Il faut le vivre. Ouais, voilà, exactement. C'est quelque chose que tu vis, quoi. Et tu te dis putain, c'est moi, quoi. Parmi tous les gens qui tapent aux portes, parce qu'on le sait, hein, dans les grandes chaînes, que ce soit sur Internet ou j'imagine encore pire, les chaînes télé, il y en a du monde qui essaye de passer et tout, donc ouais, je te rejoins totalement là-dessus, sur ce sentiment où tu te dis putain, on m'a donné ma chance, faut pas la gâcher, donc t'as un petit peu la pression. C'est pour ça que je dors pas bien quelquefois. J'ai l'air comme ça de faire le fanfaron, tu es chez mon crâneur, ouais, bébé, il se marre tout le temps, mais il y a des fois j'ai des nuits agitées. Hein. Je grimpe au plafond, hein, façon l'araignée dans l'Exorciste. Comme ça, je me dis mais putain, j'ai toujours, dans la vie, j'ai toujours eu peur de perdre les choses. C'est ouf, hein, on est peut-être tous foutus comme ça. Moi, j'ai peur de perdre les choses, que ça se passe pas comme que les choses que j'aime partent. Donc je fais tout pour que ça reste, quoi. Mais bon, dans les discours, dans l'émotion, il faudrait parler un peu plus de... Parce que je suis un émotif. Non, c'est gay. Je suis super émotif. Donc, et puis en plus, être là, tu m'interroges ici. Ah oui, là, il y a un truc intéressant. C'est un truc qu'on allait, c'est un golf miniature. Oh mais attends, mais ça a l'air trop stylé. Et je venais faire des images ici, quand j'étais plus jeune. Donc tu as tout, un golf miniature super cool. Oh là là, on peut jouer sous la tour Eiffel, génial. Puis il est là, je peux vous dire que si je me rappelle comme ça, c'est qu'il est là depuis longtemps. Hein. Ah ouais. Celui-ci... Le petit mini-golf. Le mini-golf. C'est Golfit, mais IRL. Il est là depuis très longtemps. Attends, ça va? Ça va les gars? Salut. Salut. On a... tiens, regarde, ça c'est ton époque et ça c'est celle de maintenant. Ça Pardon? Et
1953. C'est cela, C'est oui. ça. Je pense que j'étais même pas projeté à l'époque, je n'étais même pas Mais envisagé. si tu regardes, il n'a pas Non. évolué non plus de manière extraordinaire, tu vois, entre les deux. C'est-à-dire les greens sont de globalement, la même forme. Cabourg, on sent qu'ils travaillent pour que ça soit toujours nickel, mais Cabourg n'a pas bougé. Très très peu. Ils ont très très peu bougé. Tu vois le truc, on va aller vers Ce qu'il y a, c'est que c'est Dives-sur-Mer. entretenu et ça, c'est stylé par contre. Parce que tu vois, même si ça bouge pas, si c'est entretenu, tu vois, ici, ça reste joli. Les maisons, elles ont je ne sais pas quel âge, les toitures pareil. Et c'est joli, quoi. Ouais. Voilà, c'est. Là, vraiment, on est la meilleure agence touristique de Cabourg de la journée pour les gens qui nous regardent. Non, mais sans rire, moi, je le dis, hein, la région en général, c'est comme quand j'avais été dans le nord. Chez Zoul, Dunkerque. Mais je trouve que ça a son cachet. Ça a vraiment la Normandie, désolé pour moi, tout comme la Bretagne, a son cachet. Voilà, c'est magnifique quoi. Alors là, on va donc. Son cachet qui lui est propre. La plage est nickel. Hein. Ah là, d'ailleurs. C'est oui. nickel de nickel. Tu peux manger par terre. C'est nickel. Ça a toujours été nickel. Il y a des belles couleurs en plus parce que justement le ciel a ces couleurs qui plaisent beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus peindre ici justement cette plage. Et donc là, on est toujours à Cabourg. On va aller vers un endroit que j'adore. Donc c'est Dives-sur-Mer. Ok. Qui est juste dans le coin. Donc c'est mitoyen à Cabourg. C'est collé. Ouais. Oui, c'est mitoyen. On a Cabourg, Dives-sur-Mer et Houlgate, c'est la montagne. Ok. Qui est là-bas. Ok. Et Houlgate, dans les tarifs, Dives-sur-Mer, c'est un peu moins cher si on veut acheter. Cabourg, c'est assez cher. Et Houlgate, c'est un peu plus cher que Cabourg, mais ça dépend des endroits. Et après, au fond, là-bas, c'est Deauville. Ok, Voilà, donc tout au fond. Tout au fond, c'est Je Deauville. suis même pas sûr qu'il voit. La zone sinistrée. La zone sinistrée. Donc en face, la montagne, Voilà, la première montagne, c'est Houlgate. Houlgate. Là, on va aller au port. Nous sommes à Cabourg. Ouais. On va à Dives. Et Dives-sur-Mer. tout au fond, c'est Deauville. C'est Deauville. Deauville-Trouville. Ouais, Deauville-Trouville. Tu as Deauville et tu passes sur des petits ponts, tu vas à Trouville. Il faut savoir que la bouffe est très bonne aussi à Deauville. Mais ce qu'il y a, c'est que l'été, il y a beaucoup trop de monde, quoi. Le problème de Deauville, c'est que le week-end, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des maisons, donc ils viennent. Donc ça se remplit d'un coup et ça se vide en semaine. Et l'été, je trouve ça insupportable. Je veux dire, en tant que local. Que super local ici, nous, on n'y allait pas. On n'allait pas à Oui, Deauville. oui, c'est comme la Côte d'Azur en été et tout, hein, c'est tout à fait pareil. Tu es submergé par les touristes et du coup tu préfères te dire que c'est à toi ici, du coup tu vas en juin plutôt en septembre et que c'est pas grave si tu vas pas. Le truc c'est qu'on se réfugie dans nos petits endroits comme le bar Le Central et tout. Il y a un mec qui fait du paddle quoi, tout au fond. Paddle. Regarde les couleurs là-bas avec le soleil. C'est joli. Je sais pas trop comment ça retransmet Je chez sais pas vous, comment ça passe chez vous, mais c'est sublime. mais c'est vraiment joli, ouais. Il y a des vraiment pastels de ouf. C'est très très joli. Donc là, on n'a pas beaucoup de marche, hein. On va arriver rapidement à De toute façon, Dives. on a le temps. Hein. Ouais, on va arriver rapidement à Dives. Donc c'est vraiment l'endroit où pour me reposer, à vrai dire, la tête, j'allais pas souvent ici quand j'étais vraiment crevé, j'allais à Luc-sur-Mer. Donc de l'autre côté, c'est de l'autre côté de la côte. Et Luc-sur-Mer a une jetée tellement incroyable, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de jetées qui vont loin. Luc-sur-Mer, tu arrives, c'est à 12 km de Caen seulement. Et tu as une jetée à l'américaine, comme dans les films, c'est un ponton. Et tu te mets au bout du ponton, et je te garantis que si tu as un problème, il passe. C'est-à-dire que tu vois la mer, et tu es au bout du ponton. Ouais, et t'as ce côté relaxant. Tu as le côté relaxant, tu vas vraiment te vider la tête. Et c'est sublime, c'est sublime. Là, c'est un peu plus... il n'y a pas ça tout à fait ici à Cabourg, qui est plus une station balnéaire au sens propre du terme, avec le côté, justement, tout est très aménagé. Luc-sur-Mer, c'est aménagé tout en ayant ce côté ponton avec Rivabella à côté, les écluses. Et c'est vraiment tout... j'ai grandi ici, donc c'est facile pour moi d'en parler. Je ne sais pas ce que j'arrive à retranscrire, mais... beaucoup d'émotions, hein, les gens mais pour moi, c'est facile de parler de tout ça, parce que tout cet endroit, je l'ai arpenté des milliers de fois. Eh ben justement, on va y arriver. Raconte-nous, Pépé, peut-être montre-nous. Ah non, je peux pas montrer, mais je sais ce que j'ai fait. Quand t'étais ado, tu en as bien fait des conneries. Des conneries, j'en ai fait mais j'en ai Surtout fait. en tant que DJ, je me dis, je sais pas pourquoi je l'associe à des gens, tu sais, de la nuit, des fêtards, des mecs qui déconnent, quoi. Bah, disons, quand j'étais jeune, quand j'étais DJ, on n'avait déjà pas d'horaire. Moi, même si je bossais, je dormais très peu. J'étais un mec qui dormait peu. Donc j'arrivais et à finir tard et à bosser dans la journée et tout. Et j'avais des potes qui étaient aussi fous que moi.
Et là, j'espère qu'il y a prescription dans ce que je vais dire. Parce que des conneries, j'en ai fait. Et là, un soir, on nous a pris une connerie. On voulait déconner, on était plusieurs. C'est entre 12 et 15 ans. Et on avait une bombe de peinture. Et on a fait quelque chose qui a dû faire marrer beaucoup les automobilistes. Mais peut-être pas tout le monde. Peut-être pas la mairie. Peut-être pas, mais c'est vulgaire en plus. Est-ce qu'on peut le dire vraiment? Bien sûr. Alors, vous savez que l'endroit s'appelle Cabourg. Eh bien, nous, on avait tagué quelques pancartes. Pas beaucoup, hein. Celle de l'entrée de Cabourg, quand tu viens de Caen et que tu arrives à Cabourg, on avait rajouté « moi le cul ». Ce qui faisait Sabour, moi le cul. Ça fait Cabourg, moi le cul. Et donc, il y avait plusieurs... J'ai honte, hein. Il y avait plusieurs... J'étais jeune. Il y avait plusieurs... Ça nous faisait rire, nous. Il y avait plusieurs pancartes quand on arrivait ici. C'était nous. Mais faut pas... C'était il y a longtemps. On n'envoyait pas... C'était... Attends, il y a la mairie de Cabourg qui arrive en courant. Les potes de tout à l'heure, les policiers en plus. Ah oui, donc, c'est vrai. ouais, non, mais c'était... On l'a fait pas sur toutes les pancartes. On l'a fait sur la pancarte principale en venant de Caen. Et attends, quand t'es gamin, t'es adolescent... Du coup, quand t'allais à l'école et tout, tu le voyais en permanence? Non, ils l'ont enlevé vite. Attends, Ah oui, tu m'étonnes. Non, c'est pas duré longtemps, mais nous, ça nous a suffi à nous faire beaucoup rire. Oui, j'imagine. Donc, t'es une bande de potes. Il y a pire comme blague. Hein. Oui. C'est assez potage, c'est très très vulgaire. Ne refaites pas ça. Hein. Non, n'allez pas me taguer toutes les pancartes ici en disant c'est Pépé qui l'a dit. Hein. Donc, je ne vous ai pas donné des idées. Regardez un peu comme c'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Ça, c'est plutôt de la ça, par contre, j'imagine que c'est de la location. Voilà, du BNB ou des choses comme ça. Quand on va aller vers Dives, par contre, là, c'est pas de la log et tu vas voir la voie de chemin de fer. Puisqu'en fin de compte, on va passer à côté de la voie de chemin de fer, puisqu'on peut venir ici en train. C'est un peu compliqué toujours. Bon, il faut aller par Dives voilà, mais tu vas voir la voie de chemin de fer qui arrive et qui permet de venir dans le coin. Vraiment, du coup, il te dépose à la plage? La gare, je ne suis jamais venu en train ici. Mais les rails, bon, je pense qu'il doit y avoir un arrêt dans le coin. J'avoue que là, franchement, je ne sais pas, je ne suis jamais venu en train à Cabourg. Donc voilà, si tu veux, on va descendre. Là, on va vers des endroits qui sont super, super beaux. En plus, là, on a des petits chapiteaux et tout, donc j'imagine que c'est... C'est le club d'été pour les enfants. C'est Mickey, c'est le club Mickey. Ok. Il est là à l'année. Hein. Il est là à l'année? À l'année. Le Croco à l'année. Club. Donc il y a des animations toute l'année pour les enfants suivant la température. Là, aujourd'hui, la température est super bonne. On a du soleil, donc on a de la chance. Donc le club Mickey, il y en a dans tous les... il y en a aussi à Dives, il y en a à Deauville, il y en a un peu partout, hein, des clubs Mickey. Ok. Donc c'est plutôt cool. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même si tu venais ici au mois de juillet, ça reste vivable. Tu vois? Ouais, c'est pas l'enfer. On n'est pas dans un enfer où tu fais pas un pied devant l'autre ou un truc comme ça. Ça reste absolument et définitivement vivable. Il y a quelqu'un qui faisait remarquer tout à l'heure dans le chat que ça avait l'air un petit peu vieillot la population ici. Et non, c'était pas par rapport à toi, je crois. Mais même, je m'inclus dedans. Je veux dire. Mais du coup, est-ce que parce que c'est pas exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit en fait, ça dépend vraiment de la saison. La saison. Et là, il faut savoir que c'est le moment où les youngsters sortent à l'école aussi. Oui, ouais. Là, ici, tu as plusieurs écoles autour. Les gros lycées, l'université, c'est à Caen. Hein. Ouais. Moi, je suis à l'université à Caen. Donc, si tu veux. Il n'y a pas d'université dans les alentours? Pas à ta connaissance? Je sais pas tout, mais moi, c'était Caen. Pour faire mon truc anglais. Je pense qu'il va y avoir des trucs dans le coin, mais je pense que la plupart des gens sont... Caen, c'est à 20 km d'ici pile. Hein. Ok. Quand tu es à Luc-sur-Mer, c'est à 12 km seulement. Hein. C'est vraiment à côté, quoi. Ouais. Et c'est le chef-lieu, enfin, c'est la préfecture... C'est Caen. D'accord. C'est Caen. C'est le lieu dit, enfin, c'est Caen. Et autour, tu as... Oui, non, mais c'est Caen. Il n'y a pas d'autres trucs, parce que là-bas, là, on fait rappel avec Le Havre, et là-bas au fond. Ouais. C'est-à-dire que le plus loin, c'est magnifique ici, vraiment. Voilà, là, on a le club Mickey, et donc tu suis avec mon doigt, Le Havre, c'est là-bas au fond. Ok. Alors, on dit ici en Normandie un truc qui va faire marrer tout le monde. On dit, si tu vois Le Havre, c'est qu'il ne pleut pas. Si tu le vois pas, c'est qu'il pleut déjà, barre-toi. Voilà, tout simplement. Bah là, on le voit, donc. On le voit pour le moment. On voit Le Havre. Je le vois bien, même. Il est très net. On va y avoir les cheminées et tout, parce que Le Havre, il y a une zone, c'est un port hein, à la base. Ouais. Donc tu as tout le côté portuaire avec les cheminées au Havre. J'avoue franchement que Le Havre, c'est une ville qui est attachante, mais quand mes parents me disaient on va aller au Havre, on le prenait pas forcément bien, on préférait aller à Honfleur par exemple, qui est pas le même genre de ville. Dans le coin, il y a plusieurs endroits, il y a la Suisse normande, il y a Clécy, il y a donc Honfleur, qui est une ville que j'ai toujours aimée, et qui était un peu plus loin. Le Havre, ça a toujours été... pas notre destination favorite, que les gens du Havre ne prennent pas mal hein, du tout. Hein. Ça n'a rien à voir, mais je préférais d'autres petits coins ici en Normandie. C'est vrai qu'il y a la Suisse normande aussi, qui est un endroit que j'aurais pu choisir pour cette émission, parce que la Suisse normande c'est particulier. T'as l'impression d'être en Suisse, complètement, mais t'es en Normandie. Et c'est toujours extrêmement vert.
parce qu'il flotte tout le temps. Hein, quand ça perd. Ici, on a eu une sécheresse, mais je crois que j'avais 1 an, c'était en 76. On m'avait raconté qu'il y avait une grosse sécheresse ici en Normandie, mais je crois que depuis, ça n'a plus existé. Ah bah oui, j'imagine. Quoi qu'aujourd'hui, là, il commence à faire bon, là. Ouais, non, mais on a une belle journée. Alors, on va également. On a toujours de la chatte sur ces J'irai mais franchement, chez vous. C'est toi, c'est pas. C'est les petits loulous et toi, ça fait qu'il y a de la chatasse de ouf. Alors là, si tu as le 3 secondes, on peut aller voir le port. Ouais. Ah, le port. Il y a un port ici. Donc c'est le port du coup de Cabourg, on n'est pas encore arrivé à Dives? À ma connaissance, c'est plutôt le port de Dives, c'est le port Guillaume. D'accord. Donc le port Guillaume, il est très beau, hein, tu vas voir. Il est juste là, en plus on pourra passer du port vers Dives. Ok. Et donc là, c'est des bâtiments récents qui sont là. Hein. Ouais, ça donc se voit, c'est de la location. Pas du tout la même. Des gens qui ont acheté des trucs. Pas du tout la même architecture que ce que vous voyez par exemple à droite. Ouais. Ça se remplit le week-end ou voilà. Mais là, le port est super beau. J'y allais beaucoup traîner aussi quand on sortait. On finissait le travail au casino, il était 4h30 du matin. Et hop, 4h30, 5h, parce qu'il est juste là, hein, le casino. Hein. Ouais, ouais. Tu le vois, et on allait se prendre un verre, enfin moi de l'eau, mais sur le port. Toi de l'eau plus tard, ouais. Ouais, ouais. À 5h du matin, pour regarder le soleil se lever. Puisque pendant l'été. C'est-à-dire qu'à 5h, les bars à l'époque étaient encore ouverts? Ah, mais l'avenue de la Mer, il faut savoir qu'à l'époque, l'avenue de la Mer fonctionnait avec le casino. C'est-à-dire que les gens mangeaient sur l'avenue de la Mer, buvaient sur l'avenue de la Mer, et la direction, tu vois comment c'est foutu, ils arrivent tout droit, ils arrivent sur le casino. Ouais. Donc il y avait les commerçants travaillaient jusqu'à assez tard. Nous, on ouvrait à 11h30 ou minuit, parce qu'il y avait le Palace et le privé, deux discothèques, une qui était plus, on va dire un peu plus huppée, donc c'était le privé, et la clientèle très grand public et qui voulait faire la fête sans contrainte, c'était le Palace. Okay. Moi, je faisais le privé le dimanche soir avant de repartir à Paris. Et c'était pas la même musique. Du tout, dans les deux. C'était un complément intéressant. Mais donc les gens festoyaient dans les bars et restaurants de l'avenue principale, l'avenue de la Mer, et hop, convergeaient. Vous voyez vraiment une marée humaine. Ils convergeaient tous vers le casino et le Grand Hôtel. Et là, ça se remplissait de tous les côtés. Et alors quand le casino a fermé, qu'est-ce que je t'ai fait venir ici alors qu'il faut passer un peu plus loin? Je suis désolé. Alors là, ça va nous permettre de passer dans un endroit extraordinaire, qui est un de mes restaurants favoris, qui est là. Ah. Et qui est un restaurant qui fait des fruits de mer. C'est le mec qui raconte sa vie, mais en même temps, je suis là pour ça. Ben oui, c'est exactement le sujet de l'émission. Là, on arrive vraiment à Dives-sur-Mer. Dives, sa race. Et il est là. On va passer sur une passerelle super marrante. Tu les as pas tagués ceux-là pendant ton enfance avec la dive de mon cul, par exemple? Écoute, je crois que je connaissais pas la chanson. C'est-à-dire que si à l'époque j'avais su la digue, je l'aurais fait. Mais peut-être qu'à l'époque, alors là, c'est la cabane à huîtres. Alors toi, je sais que t'aimes pas t'aimes pas ça. Je suis pas très fruit de mer et surtout, celui-là étant vivant, ça me dégoûte encore plus. Voilà. Et la cabane à huîtres, ils font pas que des huîtres, hein, mais l'endroit au bord de la flotte comme ça. Moi, l'été, je viens dîner ici, et on va arriver donc à une passerelle au port, juste à côté. C'est génial. On va arriver aux endroits c'est ce que je disais. Il y a Cabourg et Dives-sur-Mer, c'est plus pêcheur. Okay. C'est-à-dire le truc où t'as les bateaux qui arrivent le matin à 6h, t'as la criée. Nous, on allait acheter comme ça les fruits de mer, les moules. Tu payes la livre de moules à 3 €. Elles sont super bonnes, super fraîches. Et c'était génial. C'est des trucs pêchés le matin même. Ah bah ils reviennent, c'est-à-dire le bateau arrive et ils sortent les filets, ils te les mettent. Oui, chaque bateau, quand tu sors, les bateaux, ils ont tous une attribution. Et quand tu rentres dans le sorte de magasin, ils ont des numéros et c'est celui qui arrive et tu as le numéro 12, c'est le bateau qui vient d'arriver, il te déverse toutes les moules comme ça et tout. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc on va passer par là parce que c'est assez joli. J'espère que ça va du côté du chat. Alors je t'avoue que j'ai une batterie qui est plutôt faible, donc pour pas louper les trucs pour l'instant, j'ai mis un peu le chat de côté, mais on vous récupérera à la fin pour s'il y a des questions, des trucs comme ça. Voilà. Parce que pour être sûr de pas louper l'heure où ça coupe, parce que... Alors là, ils louent des bateaux et en même temps ils louent, alors là peut-être que vous allez savoir comment ça s'appelle, quand tu es dans l'eau et que tu as une propulsion avec de l'eau et que tu montes. Ça s'appelle une merde. Je l'ai parce que... Les écluses. Quand tu es dans l'eau et que tu es propulsé et que tu sors de l'eau tout droit. Que tu sors de l'eau tout... Ah putain, mais j'avais pas compris ça comme ça, je croyais que... Oui. Non. D'accord. Alors ça s'appelle un... c'est comme un jetpack, mais un aquatique, jetpack, mais tu te sors de l'eau. Oui. Et lui ici, il les loue.
Et il y a des gens qui font du jetpack, donc le jetpack ici sous le pont pendant l'été. Ah mais ça doit être trop bien à tester ça. Ouais. Pour un futur épisode Regarde, de regarde ça, regarde. J'irai Junpei dehors, enfin j'irai streamer dehors, pardon. Ouais, d'accord, oui. Ah oui, il est pas dans le dos celui-là, il est sur les pieds. Okay. Sur les pieds. Et il paraît que c'est assez facile parce que moi j'ai des potes, j'ai jamais eu le temps de le faire et je suis comme un con. Hein. C'est facile, c'est facile. J'ai des potes qui ne savaient pas du tout en faire. Et ils sont arrivés assez correctement. Flyboard. Pardon? Le nom c'est Flyboard. Ah, le Flyboard. Ouais, vous voyez? Et eux, ils louent tout ça ici. Et donc, trop bien ça. Ça serait bien. Pour un épisode de J'irai Junpei. Soit en hors live, soit en live, ça peut être génial, ouais. Et donc regarde ici, ils ont quand même vachement de matos. Très loin. Ouais. Et eux, ils louent, et en fin de compte, moi je l'ai fait plusieurs fois. Tu l'as fait ça, le flyboard? Non, je l'ai pas fait le flyboard, mais je louais les jet skis. Les jet skis, ouais, je l'ai fait plusieurs fois pour aller sur la baie où on va aller vers Dives. Et mais j'ai été con de pas faire le truc avec le flyboard parce que j'ai pas eu le temps et je suis sûr que ça me plairait. Alors les potes qui l'ont fait. Vu que toi t'habites pas vraiment dans le coin, mais tu reviens régulièrement dans le coin. Ouais. Tu vas pouvoir tester tout ça. Ouais. C'est moins impressionnant qu'un saut dans le vide. Oh là là, deux même apparemment. Ouais, j'étais content quoi. Regarde comme c'est beau. Alors là, même chose. Il y a du parachute ascensionnel. Oui, il y a tout, parce qu'eux ils font tout. Hein. Ah, trop bien. Ils font parachute, ils font le jet ski. Ici, et en général le flyboard ils le font sous le pont là. Parce que comme ça les gens prennent des photos, ils sont contents. Ouais. Et tout est là. C'est une base de loisirs en fin de compte. Ici. Alors attends, je vais donner quand même une petite vue d'ensemble au petit loup du chat, comme tu dis. Et là donc c'est Dives. Ce n'est plus Cabourg, officiellement c'est Dives-sur-Mer. Et tu t'en vas vers donc les Calanques, là-bas, sur Dives. Donc on a les mouettes, on a tout, on a l'ambiance locale. Oh là là. Et on a le truc qui ressemble à une sorte de phare là qui est assez récent. Et c'est même chose, c'est les habitations de location. Le pharaon. Et c'est génial. L'endroit est très très beau. On peut passer sur le truc ici. Donc j'ai tourné des vidéos déjà ici, notamment pour le casque Sony XM4. On a fait des séquences ici. On a fait des séquences également à bord de bagnoles comme du karting et tout pour tester l'anti-bruit ici dans Dives. Dans Dives. Avec la face. Et donc on va monter un petit peu sur le pont là pour voir un peu. Ah ouais. Le truc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est superbe. On voit qu'il y a même pour le coup un phare tricolore sur l'eau pour les bateaux qui est sous le pont. Je sais pas si vous le voyez. On va passer. Là. On va voir. Alors tu noteras le nombre de mouettes aujourd'hui. Ouais. Alors je vais te dire pourquoi. Ils sont venus pour toi. Ouais, c'est parce qu'il va pleuvoir. Parce que voilà, c'est tout. Oh, regarde-moi cette vue. Ça, c'est Dives. Il y a des goélis sauvages, ouais. Hein, c'est ça. Ça, c'est Dives. Directement, ici. Donc on a ce ponton. Je pense qu'on va prendre le... ouais, on peut passer par là. Directement aller voir la voie ferrée. C'est magnifique, hein. Franchement, là-bas, c'est superbe. Les maisons sont vraiment belles. Ils font du costume, c'est une intermittente du spectacle. Je suis content que ça te plaise et j'espère que ça plaît au petit loulou. Du coup, on rappelle que c'est là-bas. Hein, Alors là-bas, c'est Dives et Oulgat. Là, on est à Dives. Et derrière, c'est Oulgat. Où il y a les lumières, en fin de compte, où c'est éclairé, c'est Oulgat. Voilà, okay. La séparation, c'est la voie ferrée qui est là-bas, où on va aller faire un petit tour. Autrement, avant qu'on fasse un petit tour, je te propose peut-être d'aller, ça prend 2 minutes, puisqu'on a ici la possibilité, par le petit sentier, de voir un peu la plage, coupée en deux, parce qu'en fin de compte, c'est comme tu as 2 portions qui s'ouvrent là-bas, mais tu as des portions vues de haut, c'est assez marrant. Et on peut y aller. Et c'est, voilà. Donc là, tu vois, c'est les endroits où je suis beaucoup allé. Et l'été, c'est bien. Ça te fait un petit quelque chose. Ah, mais de toute façon, depuis le début, je suis dans l'émotion. Attends, ça le ferait à tout le monde. Bah oui, c'est clair. Hein, ça le ferait à tout le monde, tous les gens qui me regardent. Tu viens sur l'endroit où tu as grandi, où tu es tout enfourré, il y a des souvenirs en même temps qui sont liés à ça, parce que c'est ta vie. Tu racontes un morceau de ta vie. Moi, ça, ici, c'est pas que je peux te dire quels sont chaque centimètre carré, mais est-ce qu'il y a des gens, des amis à toi qui étaient avec toi, je sais pas, soit dans ton école, soit où tu travaillais au casino, etc., que tu as vu plus tard partir sur Paris pour travailler dans les mêmes domaines que toi, par exemple, oui. ou autre? Oui, puisqu'il y a le monsieur, ça va vous faire sidérer, il y a quelqu'un qui s'appelle Bernard, qui était à l'époque, quand j'étais vraiment gamin, donc, à la radio,
Ouais. Il était responsable technique de cette radio où j'étais et ça a été le responsable technique de France Télé pendant 30 ans. Ah ouais, et Donc, il était exactement au même endroit que toi. Voilà, il était à Caen et on se connaissait sur place. Et à un moment donné, j'ai fait un reportage à France Télé, puis je dis Bernard, je dis, Pépé. Et on s'est retrouvé à Paris alors que c'est le responsable technique de France Télévisions. Donc j'allais pour l'interviewer. J'avais percuté que c'était ce mec qui était mon patron à Caen. Quoi, enfin mon patron, j'étais bénévole, mais qui m'a formé à la radio, qui m'a appris à parler, à envoyer les jingles, à positionner ma voix. Et il a créé pas mal de trucs parce que c'est le responsable technique en même temps toutes les diffusions de Roland Garros. Donc il a créé des diffusions en 8K. Bernard, il a été précurseur sur tout ce qui est smartphone, interaction pendant une émission de télé et autres. Le mec est un putain de génie, quoi. Et à l'époque, déjà, il gérait toute la partie technique de la radio. Ah Donc ouais. les mecs, bah, j'étais content pour lui parce que je dis putain, quand même c'était un vivier quoi cet endroit. Et le mec était déjà très 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 brillant à l'époque, intellectuellement. Mais j'étais très heureux pour lui, vraiment très heureux. Là maintenant, je sais pas s'il y est encore ou s'il est en indépendant. Je l'ai vu la dernière fois il y a 3 ans. Alors regarde cette partie-là. Voilà, c'est. On se rapproche un petit peu De la digue. de De la tout digue ça. et de la dive. La digue. On se rapproche un peu et c'est superbe. C'est superbe. C'est vraiment beau, ouais. Il y a C'est- ce côté vraiment reposant dont je parlais tout à l'heure où c'est même toi qui l'as dit, hein, où tu peux souffler, tu as Ouais. l'impression que voilà, Ouais. tu te poses là avec un petit bouquin ou ta petite musique dans les oreilles. Et Ça me puis, semble puis tu te vides un peu la tête. C'est un coin qui est reposant. C'est pas un coin de rush. C'est pas un coin je de. C'est pas la plus grosse station balnéaire du monde. Ouais, bah ouais. Donc Mais du fatalement. coup, c'est bien. Moi, c'est ce que j'aime. Tu vois, si tu recherches pendant les vacances un truc qui est surpeuplé et tout, bah, ce sera pas ici que tu viendras. Par Il y a contre, si du tu monde. recherches un petit Je peu. peux pas te dire qu'il n'y a pas de monde. Oui, mais voilà. C'est pas le coin le plus touristique de France. Non. Non. En été, quoi. C'est certainement moins fréquenté que la Baule ou des endroits comme ça. Mais Cabourg garde un cachet qui est à la fois associé à du romantisme, quand on voit l'histoire avec justement littéraire de Cabourg, la peinture, qui est vraiment très très attachée à un romantisme, c'est-à-dire une certaine douceur de vivre, avec justement toutes ces couleurs à chaque fois. Quand tu regardes le ciel, moi je le connais ce ciel depuis des années, et je trouve toujours que là il n'y a pas de soleil parce que c'est presque normal pour moi, il y a toujours des pastels, c'est un ciel de pastels. Et si tu tournes là-bas, tu vois tous ces pastels, et donc tu as l'idée de cet endroit qui est associé à une certaine mélancolie, à une certaine douceur de vie, mais en même temps un côté... Oui, le mélancolie c'est bon, tu vois, le spleen baudelairien qu'on pourrait trouver ici sur quelque chose qui est particulier, des couleurs particulières. Je pense qu'il y a des côtes, il y a des tas d'endroits où tu peux aller, où il y a des couleurs particulières. Tu vois, par exemple Marseille pendant l'été, Ouais, quand il y a dans les calanques le soleil qui se couche, il y a des couleurs particulières. ouais, ouais. Tu vois, Los Angeles a des couleurs particulières, c'est pour ça qu'on voit des photos du soleil quand il descend. Il y a des endroits, et bien là cette couleur c'est celle-là, ce côté pastel, un peu gris. Même quand il y a trop de soleil, c'est presque pas normal. Ça peut paraître con ce que je vous dis, mais c'est presque, putain il y a trop de soleil, on n'arrive pas à retrouver le teint, enfin le grain qu'on trouve normalement à Cabourg, sur cette partie de la côte. Et tu vas à Luc-sur-Mer de l'autre côté, c'est pas tous les mêmes couleurs. Là on a vraiment ce côté ici, où on voit bien le Havre d'ailleurs. Donc dans ta checklist on en est où? Oh bah là t'es déjà pas mal, hein. Il te manque la spécialité. Peut-être faire goûter une petite spécialité d'ici. Et Bah. attention, hein, je te demande pas une spécialité normande, je te demande une spécialité. Comment tu dis d'abord, les Cabourgeois, les Cabourgeois. Cabourgeois, donc Ouais, peut-être c'est les Canets et non pas les Canois. Donc c'est Caen, c'est Canet. Ouais. Et Ouais, Cabourg. les Canois, c'est Cannes. Ouais, il y a des gens qui confondent. Quelquefois, il y a des gens qui vont dire ah t'es Canois. Non, Canet, Canet. Canet. Et c'est top cool les Cabourgeois et les Cabourgeoises. Donc ici des vrais trucs spécialités. Moi j'allais penser aux madeleines ou un truc comme ça, mais je ne sais même pas. Attends, si- mais les madeleines, moi, étant donné que quand même la Lorraine, les madeleines pour moi c'est commerci, tu vois. Yes. Fais attention parce qu'on est dans le sable maintenant. On est dans le sable total. Alors le truc c'est que là on va pouvoir voir quelque chose. Ici. On va faire une petite marche arrière. Là tu as donc là-bas au fond c'est le port de pêche. C'est là où on va aller parce qu'on va repartir par ce petit chemin pour avoir Ok. le contre-jour qui est très beau. On va passer sur le ponton. On va faire ça, on va le faire assez rapidement et on va aller à l'endroit où les bateaux arrivent. Ok. Là il y en a un qui est en train d'arriver. Et c'est là où il y a le marché, poisson, la le pêche. poisson. Ouais. Le Ok. poisson. Mais c'était pour faire passer ici pour que tu aies le contre-jour avec ce que je te disais sur les couleurs et les gris. Ok. Toujours
l'idée d'avoir ces dégradés de gris. Je la vends bien ma Normandie quand même. Hein. Ah, franchement, c'est joli. Je sais pas si je la vends ma Normandie, mais oh là là, mais putain, je la vends bien ma Normandie. Hein. Donc, du coup, ça nous amène peut-être sur une autre de la checklist. Pour toi, l'endroit préféré là, parmi ceux que tu nous as montré, celui où tu te sens bien, c'est lequel? Est-ce que déjà on a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore d'autres endroits? Non, moi j'aimerais vraiment aller par là-bas. Enfin ouais, évidemment pour le port, je veux dire. Ouais, mais le port. C'est quoi ton endroit, l'endroit où tu te dis, bon bah justement, si j'ai un petit souci, un truc dans la tête? Luc-sur-Mer, au bout de la baie, au bout de la jetée. Mais c'est trop loin, c'est à 60 km d'ici, ça reste la Normandie. Mais autrement, c'est vrai qu'ici, le port, enfin le port Guillaume, il est derrière, bon, on va voir si on attend d'y aller après. Mais là déjà, tu te mets là, moi je me passer sur la passerelle, se mettre sur la passerelle là-bas, voir les bateaux passer. Mais ça, c'est un truc qui est bateau, entre guillemets, c'est qu'à de le dire. Bah oui, mais c'est là où tu te sens bien. C'est là où ici, les dunes ici. Et c'est... voilà, c'est... Tu sais, tu as du mal à répondre à la question parce qu'en fin de compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as vécu ici. Donc tu n'arrives plus à mettre une jauge, ni un curseur dans ta vie. Tu sais pas comment les gens le voient parce que toi, tu mets l'émotion dans l'affaire, étant donné que tu connais, que tu es lié à ton histoire. Donc c'est lié, tu vois, complètement. Et tu te dis, bon, moi je raconte même mon histoire, ça se trouve ça n'intéresse pas, où les gens se disent, bah, qu'est-ce qu'il raconte l'autre, parce que c'est ma façon de voir ce coin. Et c'est vrai qu'en France, il y a des coins magnifiques partout. Et certains vont choisir la montagne par rapport à l'endroit où ils vivent. Certaines villes où il y a des endroits magnifiques. Moi, ça a vraiment été toujours attiré par la mer. C'est-à-dire que la montagne, j'aime ça. Je suis capable d'aller à la montagne, d'aimer ça. J'ai toujours été attiré par la mer. Toujours. Déjà avec une partie de l'enfance à Alicante, en Espagne, donc c'était la mer aussi. Et donc, si tu veux... pourtant je ne suis pas un nageur au sens propre du terme, mais je suis pas un animal aquatique. Je sais nager, mais je ne suis pas un animal aquatique. Mais par contre, la mer, la vision de la mer, les couleurs de la mer, les couleurs que ça peut, la mer changeante et tout, même les fortes marées et tout, je trouve ça magnifique. L'idée d'avoir un moment, parce qu'ici il y a des fortes marées. Hein, ah ouais? Oui, il y a des très fortes marées ici. D'ailleurs, on le voit, la digue est... Là, j'imagine qu'on est en marée basse. Là, non, pas encore. Parce qu'on voit on voit la délimitation de l'eau, parce que les cailloux sont mouillés assez On n'est haut. pas encore en bas, là. On n'est pas encore tout en bas. Non. Mais ça descend beaucoup plus bas que ça. On est au milieu. Ouais, faudrait que je vois avec le port. C'est le port qui va me dire si les bateaux sont accrochés au port, ça veut dire qu'on est marée basse. Là, je le vois, ils flottent. Ils les accrochent parce qu'ils font ça. D'accord. Et ouais. Là, ils sont encore debout, les bateaux. Enfin, ceux qui ont une quille, hein, j'entends. Oui, ceux qui ont une quille. Voilà, faut me la faire aussi, hein. Donc voilà. Ça, c'est ouf, hein. Donc, welcome. Dans la checklist, le seul truc qui me pose un problème, c'est la bouffe, là. Parce qu'un truc vraiment d'ici, c'est bien sûr pas les galettes, parce qu'elles ne sont pas totalement normandes, elles sont plutôt bretonnes. Mais, et pourtant, il y a beaucoup des galettes ici qui sont très très bonnes, qui sont faites ici par les gens. Du coup, en Normandie, c'est les crêpes ou c'est les galettes? Parce qu'il y a le débat, tu sais. Mais non, mais c'est vraiment une question. Pour le coup, c'est pas, pour moi, c'est pas comme chocolatine et pain au chocolat, parce que ça, on s'en bat vraiment les couilles. Mais complètement. Mais c'est ici, vous dites tout simplement des crêpes, parce que je sais que les Bretons, ils sont en mode non. Alors si c'est du froment, si c'est du machin, mais si c'est de la galette. Regarde ce qu'on a fait tout à l'heure quand je t'ai mis ta photo. J'ai mis crêpes normandes. Ouais, c'est des galettes et tout. Ici, c'est variable. On est passé devant des restaurants où c'était marqué crêpes ou galettes. D'accord. Moi, j'ai toujours dit crêpes, mais je commets peut-être une erreur. Hein. Et les gens me comprennent quand je dis moi j'aimerais une crêpe. Oui, c'est ça, c'est le plus important. La pâte, moi qui connais également bien la Bretagne, la pâte est peut-être un peu plus légère, un peu moins foncée ici que sur les galettes bretonnes. Donc voilà. C'est une meilleure, c'est ça que tu es en train de dire, quoi. Non. Non, parce que les mecs ils vont me dire ouais Pépé t'es chauvin. Mais oui, mais en même temps ils sont normal, ils sont aussi chauvins que... ici vous êtes où là? Vous êtes chez Pépé. Alors, c'est normal. Voilà, complètement. Donc le truc c'est que... Mais tu sais que ça change vachement de choses d'avoir grandi quelque part dans des coins comme ça. Parce que je sais pas, il y a des trucs dans ta tête qui sont différents quand tu grandis près de la mer. Parce que la mer c'est quoi? C'est quoi la mer? La mer, c'est l'aventure. Quand tu regardes l'horizon, tu regardes quelquefois un autre pays qui est en face. Ouais. Quand tu grandis avec des idées comme ça de bateaux, de voyages, dans ta tête, clair que ça crée des choses. Ça crée des choses, ouais, je suis d'accord. J'en ai beaucoup parlé avec des amis qui sont donc aux États-Unis. Les gens qui sont au milieu des États-Unis n'ont pas tout à fait le même
la même vision des choses que les gens qui sont sur les côtes. Et ouais. Par exemple, quelqu'un au San Francisco n'a pas tout à fait la même vision que quelqu'un dans le Texas, parce qu'en San Francisco, ils sont tout le temps tournés vers la mer. Ouais. Tu vois, Los Angeles, New York, et c'est très différent dans ta tête. Et donc moi, comme j'ai toujours vu la mer, j'ai toujours vu, on peut s'en aller. Il y a des choses en face. Quand j'étais gamin, on prenait le bateau, on allait à Jersey, Guernesey. Et c'était pour moi la Grande-Bretagne. Et du coup, ça c'est un éveil qui a paru très tôt chez toi, le fait que tu aies envie de voyager depuis le début. Attends, je vais te le faire. Attends. Ça taille. C'est-à-dire, c'est à peu près 6 ans, quoi. Par rapport à ma taille. Donc, tu vois, le truc, ah ouais, non, mais c'était terrible. C'était une horreur. T'as appris l'anglais très tôt, donc tu savais déjà dans quoi tu t'embarquais. J'ai été élevé en espagnol, en français, et j'ai appris l'anglais assez rapidement parce que dans ma tête, il fallait que je voyage. Et l'espagnol permettait de voyager dans beaucoup de pays où il n'y avait pas trop d'accent, parce que j'avoue, et je suis clair, il y a des endroits où ils parlent espagnol, où je suis là. Ouais. C'est dur. On en avait déjà parlé ensemble. Ouais. C'est vrai qu'il y a des accents en espagnol dans certains pays où c'est l'espagnol qui est là, où je largue. Hein. J'ai vu certains films, j'essaye sur Netflix avec l'espagnol qui n'est pas l'espagnol que j'ai appris dans l'espagnol. Espagne, tu vois, et je dis, mais il y a les mots, les accents, la mélodie, je la reconnais pas. Et les Anglais aussi, il y a des trucs, quand ils ont certains trucs avec américains ou autres, ils ne reconnaissent pas tout à fait les trucs. Et l'anglais, pour moi, c'est une évidence. Ouais, bah oui, tu l'as compris tout de suite, mais c'est une évidence. C'est vrai que nous, on est un petit peu de la génération d'après où de toute façon on a besoin de l'anglais maintenant, c'est ce que je veux dire. Mais toi déjà, tu l'avais déjà compris. Enfin, de toute façon, à l'époque, ils commençaient déjà partout à parler anglais, la mondialisation commençait. Regarde comme c'est beau. Mais putain, ouais, c'est vraiment magnifique là. Attends, mais là, tu vois. Bon, attends, je préfère l'autre côté. Tu préfères Je préfère l'autre côté parce que derrière, il y a les maisons, tu sais, les belles petites baraques et tout là, Là, tu vois, la marée est encore haute. Ouais. On a de la marge. Et quand elle monte, elle fait les canaux qui sont là. Elle remonte ici, à l'intérieur de tout ça. Ici, on a donc des canaux très boueux d'ailleurs. Hein. Et on va passer par là pour aller au port, qui est à côté. Et suivant le temps qui nous reste, on va aller vers la voie ferrée. Et si on attend d'arriver à Oulgat, c'est vachement bien parce que Oulgat est très beau. Très, très, très beau. C'est un super beau coin. Alors l'été, je fais du vélo ici en général. Voilà. Ah, c'est ce que j'allais dire, vous vous déplaciez en vélo? En vélo, oui, c'est vélo. C'est à pied ou vélo. Moi, je suis un marcheur à la base. Et quand il y a des gros, tu fais des kilomètres, toi. Ouais, 15 à 20 par jour. Ah ouais. Ouais, j'adore ça. C'est combien de pas? Tu sais à peu près? Oh là là, c'est entre 20 et 25 000. Oh là là, ouais. Ouais, non, ouais, en facile. Moi, j'ai mon compteur qui, quand il me dit 30 000, c'est vachement bien. Donc ça veut dire que je dois être à 21, 22. C'est pour ça que t'es... Parce qu'il faut savoir que Pépé, là, quand on est allé au restaurant, tout à l'heure, il me dit moi je mange beaucoup. Et je lui dis écoute Pépé, me chauffe pas parce que j'ai eu un temps où je mangeais moi aussi énormément. Et Pépé, lui, son repas, c'est 2 galettes. 2 galettes, une crêpe en dessert, il m'a tué quoi. Et moi, bon, après moi je suis en petit régime donc j'ai fait. Et j'ai terminé avec un paquet de gâteaux. J'ai fait le minimum. J'ai fait le minimum requis, mais c'est vrai qu'il en avale. Hein. Et pourtant, Pépé, il est plus en forme que moi, hein, malgré son âge avancé, si je puis me permettre. Je peux te dire que c'est un semi-marathonien. Mais non. Mais non. J'ai décidé d'essayer de vivre le plus longtemps pour faire chier le maximum de monde le plus longtemps possible. Vieille devise. Donc là, hop, regarde, on peut montrer à nouveau ce qui ressemble à un phare. Ouais, le ça, phare. c'est un truc qui est assez emblématique aussi, mais il est assez récent. Et c'est des appartements locatifs aussi. C'est locatif. On est d'accord qu'il n'y a pas de lumière en haut, c'est juste le design. Non, celui-ci, non. Non, j'en ai pas vu le soir. J'en ai pas vu le soir. Donc là, c'est les petites... c'est un petit chemin très sympa à Dives qui va donc mener au port. C'est la version de la route qui est là. Donc le port Guillaume est ici, c'est moi qui me suis trompé, il est juste là. Et là, vraiment, c'est un endroit où je suis vraiment beaucoup passé. Le soir, c'est super. Tu as les lampadaires ici. Il n'y a pas beaucoup de moustiques. Il faut savoir que quand même, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de moustiques le soir. Eh ben ouais, il fait pas assez chaud. Donc, Non mais c'est vrai, automatiquement, il fait pas assez chaud. Donc, mais you are right. Mais tu as raison, bordel. Il fait pas assez chaud pour ça. Et même les marées ici, bon, ça déclenche pas beaucoup de moustiques. Il n'y en a pas des masses. Ça, c'est la qualité numéro 1 pour moi, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'insectes de mort et tout. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de migales, il n'y a pas de trucs comme ça, il n'y a pas de serpents. S'il y a des lombriques. Mais bon, c'est tout. Et beaucoup de limaces, et beaucoup d'escargots, parce que quand même avec la flotte qui tombe. Tu sais, les escargots, ils sont contents. Mais regardez comme c'est mignon, voilà, c'est chez toi. Mais c'est pour ça que je peux pas juger.
Tu rayonnes, Pépé, je te le dis. Hein, je sais pas ce que là, j'ai plus le chat sous les yeux, mais tu es rayonnant depuis mais le ouais, début. mais je suis T'es content de vraiment. montrer Ouais, ça. c'est ça, c'est grave bien. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est de vivre ça normalement dans sa vie. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est pas que c'est normal, mais c'est Ah, si, c'est ton univers. C'est mon univers. Là, on rentre vraiment dans la genèse de Pépé, dans la jeunesse de Pépé en même temps. Ouais. Et là, tu es là, et vous êtes là. Là, pour moi, c'est j'emporte des gens avec moi dans ma vie, et c'est hyper c'est émotionnel, quoi, tu vois. Je te mets dans le sac à dos si tu veux, comme ça, t'emmènes littéralement les gens dans ton sac à dos, quoi. Voilà, et tu te dis, putain, ces endroits, c'est quand j'avais vu Zoul aussi, parce que Zoul, ça m'avait beaucoup. J'ai trouvé ça vachement bien ce qu'il avait fait aussi avec toi, et c'est vrai que Dina, tout ça. Les chevaux et tout, j'ai adoré. L'acrobranche, j'ai adoré. Et là, je vous propose un truc différent, quoi. Bah ouais, mais c'est ce qu'on disait en fait. Je sais pas si vous étiez au courant vous, mais en gros, on va essayer de faire le format cette année. Donc il y aura j'irai streamer dehors avec Dina, où on va faire avec Dina la plupart du temps, où on va faire du coup des activités, des trucs. Soit un petit peu insolites que vous connaissez pas, ou alors que vous connaissez mais que vous trouvez cool, que c'est pour ça qu'on a fait l'équitation, l'acrobranche et tout. Et il y a encore plein de trucs qui arrivent. Et du coup, une fois par mois, souvent à la fin du mois, on ira reprendre le format J'irai John P chez vous, où cette fois-ci, on part, comme là avec Pépé, directement sur les terres de monsieur Garcia. Oh, votre gueule, je vais vous la fermer, moi. Hein, pour respect, découvrir moi. un petit peu tout ça. Mais ouais, pour nous aussi, pour moi aussi, cette émission, c'est un peu un exutoire, une bouffée d'air, tu sais, où t'es pas dans les studios, où tu découvres vraiment quelque chose de différent. Et puis moi qui adore voyager, intrinsèquement, ça me fait voyager aussi, donc c'est cool. Et c'est des bons petits moments de vie, quoi, voilà, Pépé. Mais ouais, mais c'est ça qui me fait plaisir. Et voilà, on partage les choses. Il y a tellement de beaux endroits à voir. Il y a tellement de trucs. C'est clair, et les régions. En France, on a de la chance d'avoir, vous vous rendez peut-être pas compte, mais en France, on a de la chance d'avoir des régions extrêmement différentes. C'est vrai. C'est-à-dire dans la gastronomie, dans la culture, dans même le look, la végétation. On passe vraiment d'une région à une autre, on a quelquefois des changements assez ouf. Il y a des pays où tu te balades pendant des centaines de kilomètres, il se passe rien du tout. C'est toujours la même chose. Ouais. Nous, on n'a pas ça du tout parce qu'on est des pays où on a en même temps, on peut faire du ski, on a des montagnes, on a également des plages de tous les côtés, parce qu'on a quand même une grande partie des côtes qui sont, on a quand même une partie de la France qui sont des côtes. On a vachement de trucs, on a vachement de diversité de tous les paysages. Et ça, là, on arrive bientôt au port. J'en profite pour montrer ce bâtiment. C'est rien à voir avec un bâtiment parisien, vraiment. Et pourtant, là, on est sur des appartements. Je sais pas si c'est locatif ou. Je pense que ça peut être locatif ou des gens qui ont acheté. Mais c'est juste joli, quoi. C'est juste mignon. C'est vrai que là, en Normandie, je t'avais dit au début, il y a quand même beaucoup de gens qui sont partis pour travailler à Paris parce qu'on avait beaucoup de mal à trouver du travail ici. C'est ça, il faut parler du mauvais côté aussi. Il faut parler du mauvais côté. Moi, vous pensez bien que si j'avais pu faire tout le taf que je fais dans ma vie, si j'avais pu rester au bord de la mer, j'adore Paris, hein, mais voilà. C'est vrai que toi, t'aimes bien Paris, toi. Ouais, j'aime beaucoup Paris. Alors, mais en tant qu'enfant, j'avais la chance de pouvoir prendre le train fréquemment et je partais avec mon petit sac à dos et j'allais à Paris acheter des disques. À l'époque. Ouais, pour faire le DJ, plus tard, et les ramener. Voilà, mon patron m'avait donné un budget. Il me disait de toute façon, vous prenez ce que vous avez à prendre. Donc j'allais avec une petite mallette, un roulette. Et t'allais chez le plus grand disquaire parisien. J'allais sur les Champs-Élysées, j'allais à Montparnasse. Et j'allais acheter dans tous les sites dont j'avais besoin. Donc je partais toutes les semaines. Et à l'époque, j'avais un beau budget hein, parce que ça correspondait par semaine, je crois, entre 900 et 1000 francs. De disques à l'époque. Donc imaginez maintenant. C'était combien à peu près le disque à l'époque, c'était quoi, du 33, c'était des maxi 45 tours. Ouais. Donc les maxi, ils étaient à 45, 50 euros. Donc on prenait 10, 15 maxi. Francs, pardon. Ouais. Et même plus, parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas de budget. Le disque, c'est quand même pas ce qui coûtait le plus cher dans une discothèque. Donc je pouvais acheter tous les trucs pour expérimenter. Mon patron me laissait faire. Donc toutes les semaines, je prenais mon train. Et de toute façon, j'étais à Paris, de toute façon, la plupart du temps pour travailler. Et je revenais avec ma petite mallette de disques. Mais du coup, tu as toujours eu une vie à partir de ton adolescence à 300 à l'heure, quoi. J'ai jamais arrêté. Parce que tu as le DJ le week-end, ensuite tu repars à Paris pour travailler en tant que journaliste. Oui. Mais tu dois acheter tes 45 tours. Ouais, mais c'est un bonheur. Et ouais. Et tu dois les expérimenter avant, j'imagine. Oui, j'écoutais chez moi avant de les diffuser en boîte. Mais le truc, c'est que. Heureusement que tu ne dors pas beaucoup. Hein. Mais
les gens qui disaient tout à l'heure, j'ai l'impression que tu as 3-4 vies, c'est pas ça. C'est que je me dis, si je profite pas de la chance qui m'est donnée de pouvoir faire tout ça, je suis un con. Alors bien sûr, Mais c'est vrai. bien sûr, on peut dire ouais, tu fatigues, tu dors pas assez. Même en tant qu'enfant, je dormais pas beaucoup, donc ça change pas grand-chose. Mais le truc, c'est que je me donne pas le droit de gâcher la chance que les gens qui m'ont fait confiance m'ont donnée. C'est-à-dire que ces gens, ces patrons et autres qui m'ont dit ok, on te fait confiance. Non, quoi, je veux dire, il faut que j'y aille, quoi. Ouais, bah ouais. Ça peut paraître con, mais le stream, c'était un challenge aussi. Le stream, quand le stream m'a dit tu vas faire des émissions, bah super. Moi, j'ai plus de 40 balais, vous avez tous 12 ans. Je vais avoir l'air de quoi? Je joue le fion sans cheveux à l'écran. Non, mais il y a Gigi le Fion aussi qu'on n'a pas. Mon Gigi Erwan, mon Zoul. Bien sûr, ouais. Et le truc, c'est qu'il y a toujours un challenge dans la vie. Et tu te dis, je dois le relever. Ouais. Et le truc, c'est qu'il faut relever les choses et tu peux te ramasser la gueule. Moi, la première émission sur le stream, pas la matinale avec Maxime et toute la bande, la première avec Max Hildan et tout, j'étais T'es mort de trouille? J'étais terrorisé. Ben, je connaissais pas les gens avec qui j'étais. J'ai dû avoir des réflexions complètement connes auprès de Max. J'ai dû lui dire des trucs pour essayer de la jouer. Je fais esprit d'équipe alors que je ne les connaissais pas. Donc tu sais, le truc où tu commences, tu dis bon, attends, vous allez voir à quel point je suis en diapason avec vous, et tu sors des trucs qui ne sont pas du tout au diapason parce que tu essayes de faire quelque chose qui n'est pas toi pour que ça colle à eux. Ouais, ça, donc c'est après, comme tout nouveau qui arrive. Oui. Hein. Ça m'est arrivé aussi. Zoul, même au début, quand il est arrivé, c'est pareil. Ouais, ça, c'est vraiment humain. Mais d'ailleurs, ça m'amène à une autre question que je voulais te poser. Toi, tu es littéralement passionné. Il n'y a pas d'autres mots. Enfin, je pense que si. Pas le seul, hein, mais vous êtes des passionnés aussi, vous. Oui, bien sûr, mais je veux dire, si on a un mot pour te décrire, c'est la passion. C'est gentil. Et, ça me fait plaisir. Et du coup, je me dis, bon, en arrêtant les blagues, il y a quand même un moment où tu vas arriver en retraite. Est-ce que toi, tu vas... ben, c'est vrai. Est-ce que toi, tu le vois, tu la vois comment? Moi, je te vois, je te le dis, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je te vois pas être un mec qui, au bout d'un moment, va se dire, bah, la retraite, entre guillemets, là, j'ai atteint, et j'arrête tout. Pour moi, toi, t'es un mec qui va continuer tant qu'il a les deux pieds. Je vais crever sur scène, quoi, c'est ça? C'est un peu ça. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Et bah écoute, je peux pas savoir ce qui va se passer. D'abord, le truc qui est important que t'as pas évoqué, c'est la santé. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit tant que tu as les deux pieds. Voilà. Le truc, c'est que là, ça fonctionne, la machine fonctionne, il y en a même trop. Oh là là, messieurs, dames. Ça reboot de temps en temps. C'est le truc, je suis aussi chiant à 2h du matin qu'à 10h du matin. Tu me réveilles la nuit, tu me secoues, j'ai un discours, comme si je ne m'étais pas couché, quoi. C'est une horreur. Je veux dire, tu peux m'appeler à 2h du matin, tu peux m'appeler, je décroche. T'es pas couché? Bah si, ça fait 1 heure que je dors, mais c'est affreux. Enfin, pour les autres, c'est pénible. Et pour moi aussi, je ne sais pas. Enfin bref. Donc je me dis que tant que la machine fonctionne et que je suis capable d'être conscient également de ce qui va ou ce qui va pas dans ma vie, et que je garde les pieds sur terre en me disant bon, tu fais de la merde, là il faut que tu fais pas de la merde, nanana. Alors là, j'ai une chance sur 2 que ça soit fermé par contre. Ah. C'est pas grave parce qu'on a. Oui, l'écluse. L'écluse est fermée. Ils sont où les bateaux? Il faut faire. Oh putain. J'ai pas prévu le coup. Bah ils sont tous là-bas. Ouais, on va faire le tour. Bah oui, on va faire le tour. Bah eux, ils sont ouverts pour les bateaux. Allez hop, le port Guillaume. Magnifique. Ah, en effet, ça a le coup de l'écluse, j'ai pas pu prévoir. Attends, on va quand même montrer un petit peu le. Donc vous avez ici les chalutiers, c'est pour te dire que la marée n'est pas basse. Ouais. Et donc le truc, c'est pour répondre à ta question, parce qu'on me l'a beaucoup posé en disant, étant donné que je me dis pas que dans ma tête, tant que ça fonctionne, tant que les gens sont pas lassés de moi, parce que tu sais que j'ai quand même la plus grande trouille dans la vie, parce que là on parle entre nous, mais c'est une émission quand même, c'est particulier, c'est comme quand j'avais fait Ponce la nuit, c'est vrai que je parle pas toujours beaucoup de moi, parce que je déteste ça, mais là, on est dans la thématique. Moi, ma trouille, c'est de lasser. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vois, on me trouve sur YouTube, sur ma chaîne, on me trouve sur le stream, on me trouve sur Frandroid, sur le média sonvideo.com, on refait le Mac. Et les gens vont se dire, mais putain, le connard, on le voit partout, quoi. Et on a marre du petit chauve. Et moi, ma trouille, elle est vraiment de pas savoir doser ça. C'est-à-dire qu'en même temps, comme j'aime bien répondre à des patrons qui me font confiance en me disant Pépé, je vais te confier une émission. Enfin là, j'ai commencé sur ES1 quand même. La première diffusion, c'est demain. Donc j'anime une émission sur ES1 aussi. Ça, c'est une exclue ou tu l'avais déjà dit? Je pense qu'eux l'ont annoncé, et moi aussi. Donc c'est l'émission qui s'appelle Config,
avec Pentaro. Donc c'est une émission sur, on a mélangé le gaming et la tech. Ok. Et donc j'ai la chance de la présenter parce qu'ils m'ont demandé. Donc je me dis encore un truc de plus. Et moi ma hantise c'est vraiment que les gens disent bah non c'est bon quoi. On le voit partout ce mec. Non mais vraiment c'est une vraie hantise. C'est un truc, il y a des fois je te jure j'en dors pas la nuit parce que je me dis à quel moment il faut que justement je réduise la voilure. Oui ou non, la chaîne c'est mon seul bébé. Il faut savoir que autant quand je suis employé par un média, je suis employé par un média en tant qu'animateur, en tant que ci, en tant que ça, le média c'est le média. Mais la chaîne c'est mon bébé, c'est le seul truc que j'ai créé dans ma vie, c'est la chaîne. Le reste c'est de l'animation plateau. Et je me dis bon est-ce que tout ça c'est cohérent? J'en sais rien. Est-ce qu'il y en a trop? J'en sais rien. J'arrive pas à jauger parce qu'en plus c'est pas les mêmes audiences. Les gens qui vont regarder un truc sur Frandroid ne sont pas les mêmes qui vont regarder quelquefois le récap. J'arrive pas à jauger et j'ai la trouille, une vraie trouille viscérale que d'un coup tout s'arrête entre guillemets. Quoi. Tout s'arrête. Mais ça c'est pire que ça. Quand tout s'arrête, ça veut dire que c'est net. Ouais. Quand ça s'arrête par morceaux, ça veut dire que ça part en déliquescence. Donc ma trouille, ça serait que ça parte en déliquescence, pas que tout s'arrête. C'est-à-dire qu'on s'aperçoive que ça fonctionne pas, que les rouages ne fonctionnent pas dans tel ou tel média et tout. C'est pour ça que j'essaye d'équilibrer ma carrière. Mais c'est un truc de ouf parce que tu sais pas comment faire. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu te dis, bon, les gens, est-ce qu'ils sont contents de te voir? Il y a la vidéo du dimanche, il y en a une le mercredi maintenant en plus. Après, il y a le récap, il y a ci, il y a ça. Et c'est un drôle de problème parce que ça devrait pas être un problème dans ma tête. C'est un problème humain, quoi. C'est humain. Je te propose qu'on s'assoie un petit peu là avec la vision du port. Ah là, le port il est beau. Il est beau. Ça fera vraiment joli. Je sais pas si je me suis bien exprimé dans ce que je viens de dire. Si, c'est parce très, que je sais pas trop exprimer ça parce que c'est quand même très personnel sur une vie. Et c'est. En gros, c'est une peur de. Finalement, c'est un peu une peur de l'abandon entre guillemets. Oui, attends, mais c'est exactement. C'est exactement une trouille d'être. C'est une trouille d'être abandonné, ouais. Ah oui, mais à 150%. Un truc où tu te dis, bah t'étais trop là, quoi. Et puis, à un moment donné, tu vas bien avoir des gens qui sont peut-être déjà là, d'ailleurs. Il y a des youtubeurs extraordinaires, tu as des journalistes extraordinaires qui ont 25 ans et qui font très bien leur métier. Tu vois, et qui, à un moment donné, peut-être que les gens vont dire, bon, place aux jeunes, toi, t'es un quadra, peut-être qu'il faut que tu te reposes un petit peu, ou un truc comme ça, tu vois. Moi, j'ai envie de continuer ma carrière, parce que je suis heureux, parce que j'estime que j'ai de la chance, comme je l'ai dit. J'ai super envie de continuer, et peut-être que c'est la force des choses qui m'obligera à peut-être mettre le... Mais je le souhaite pas, je souhaite vraiment continuer à tout donner. À tout donner, et j'ai encore tellement de trucs dans la tête, tellement de trucs à dire, tellement d'idées, tellement de choses à montrer. Je me dis... C'est ouf quoi, j'ai pas le temps de monter tellement j'ai de vidéos là en retard, j'ai tourné des trucs de ouf. Ouais, c'est ce que je me dis sur les réseaux, souvent tu postes des photos où tu es en mode regardez tout le matos que j'ai et j'ai tellement peu de temps devant moi que voilà, j'y arrive pas. Ouais. Et pourtant toi tu t'es entouré de personnes qui t'aident un petit peu. Ouais, il y a des gens qui m'aident pour tourner mais pas pour monter parce que j'aime bien avoir le contrôle du montage et de la vidéo. Un truc comme la GoPro, ça m'a demandé 19 heures de montage, 5 heures de dérochage, 19 heures de montage. Mais c'est une vidéo particulière, tournée avec 4 caméras différentes, il y avait des drones et tout. Ouais. Mais ça, c'est une vidéo particulière. Celle de demain et après-demain, c'est des vidéos tournées en one shot. Mais le truc, c'est, on en est tous là, que ce soit toi, que ce soit tout le monde dans les médias. On se dit toujours, la carrière, elle va où? Et comment essayer de bien être là pour faire plaisir aux gens et que ce soit pas redondant ni quoi que ce soit. C'est des choix éditoriaux en même temps, c'est qu'est-ce que tu veux faire. C'est vrai que tu te donnes, hein. Par exemple, le test de la caméra, t'étais entre guillemets pas obligé de faire un saut à l'élastique. C'est mon choix. Mais du coup, c'est génial, tu vois, ça donne une dimension différente. C'est toujours un petit peu de créativité, enfin même beaucoup de créativité. Moi, je regarde, tu sais, des fois tes billets d'humeur, tes introductions et tout de vidéos. Et il y a toujours un petit truc, un petit montage. J'essaye. Je vais le mettre entre guillemets à la con, mais c'est genre pour faire rigoler les gens. Un petit billet voyage. Faut détendre les gens. Voilà, c'est ça, non, franchement. À la base, on est des amuseurs, on est des saltimbanques. C'est-à-dire, le truc, c'est qu'on propose. C'est quoi le récap? C'est une bande de potes qui parlent de la vie, qui parlent de sa passion. Et moi, ma chaîne, c'est également. Moi, je parle aux gens comme s'ils étaient des potes au bout de la table. Et ils étaient là. Je dis, tiens, je vais te montrer le nouveau téléviseur, machin truc. Et je leur explique, voilà comment ça fonctionne et tout, tu peux faire ça dessus. Je me mets pas dans la position du journaliste. Tu sais, le journaliste, comme quand j'étais enfant, tu sais, le journaliste sacro-saint, journaliste qui était
il était derrière un bureau, il était les bras croisés avec une cravate et t'écoutais le journaliste. Ouais. Et ça, dans la série, c'est pas moi, mais c'est pas moi du tout, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis en t-shirt, je te refais ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision que j'ai depuis enfant, d'avoir un truc, c'est con à dire, mais le journalisme de proximité, ça veut rien dire le mot, mais le truc où, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'embrasser les gens dans ma folie. Parce que je suis fou, je le sais, je fais pas d'illusions là-dessus, je suis complètement taré. Je fais des trucs, les mecs me voient en train de courir avec une GoPro pour présenter un casque, ils se disent mais attends, mais le mec il est teubé quoi, il a 40 balais en train de courir pendant 20 minutes en train de présenter sa vidéo, mais à quel moment il te bosse le gars. Et je me dis je suis comme ça. Et l'idée c'est vraiment d'embrasser les gens dans ma folie et de leur dire voilà, je suis peut-être taré, je suis peut-être tout ce que vous voulez, mais je vais essayer de vous expliquer ce produit, cette techno le mieux que je peux, et quitte à avoir des mots voilà, qui sont très très cash, très grand. Je veux pas qu'il y ait de barrière. Je refuse qu'il y ait une barrière entre moi et les gens. Mais je refuse. Mais du coup, j'imagine que y a un truc dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, moi, qui me fascine chez Pépé. Ah non, mais arrêtons la flatterie. Non, mais c'est pas de la fascination. Alors, on va dire que c'est normal chez toi, mais pour nous qui sommes influenceurs, c'est un peu différent. C'est que tu ne fais aucune OPSP. C'est-à-dire que la déontologie du journaliste, c'est évidemment pour ne pas être influencé, pour ne pas être biaisé dans ses analyses, c'est évidemment de refuser tout ce qui est produit, argent, etc. de la part des marques. Et du coup, cette déontologie et tout ça, j'imagine que ça t'a fermé des portes ou ça t'a peut-être, je sais pas, puisque toi, tu as toujours besoin de cette créativité, tu as toujours besoin de présenter les choses un petit peu différemment et pas comme un journaliste normal. C'est rien dire, journaliste normal. Enfin, un journaliste classique, on va dire. Ouais, tu sais, des écoles de journalisme, tu as divers types de profils qui sortent. Tu as des gens qui sont habitués à travailler en prompteur, tu as des gens qui sont habitués à travailler à l'impro, à la prise de notes. Moi, je suis habitué à travailler à la prise de notes avec des lignes directrices, mais je fais pas de prompteur, par exemple. J'ai des confrères qui en prompteur sont très forts. Donc, on est tous sur des trucs différents. Mais pour répondre à ta question sur la monétisation, je gagne ma vie dans les médias. Donc, quand je présente des émissions, on me paye pour ça. Donc, pour la chaîne YouTube, j'ai pris la décision quand je l'ai créée qu'il n'y aurait pas... non. Je refuse parce que dans ce cas-là, si j'acceptais qu'une marque touche à ma chaîne, je déchire ma carte de presse. Je ne vois pas l'idée. Moi, je veux continuer à mettre des plus et des moins dans mes tests et dire allez vous faire foutre. Le truc, c'est moi quand je fais un test, voilà, les plus, tu as les moins derrière et c'est pas léger. Hein. C'est ton boîtier marche pas, le Bluetooth marche pas. Comment tu vas arriver à faire ça si tu as une marque qui te paye? Tu peux pas faire ça. Et le mec il va te dire t'es gentil, tu mets 10 moins dans ton truc et je te paye pour faire la vidéo. Mais je veux pas ça. Mais par contre, je me suis posé la question et en toute transparence, si j'avais 20 ans aujourd'hui, j'aimerais bien. Et si j'avais, ah oui, parce que c'est loin, si j'avais 20 ans aujourd'hui, si je n'avais pas cette carrière de journaliste, est-ce que je lancerais une chaîne YouTube en disant que je vais en faire mon métier et accepter les opérations pour vivre? La réponse est oui. Bah oui, je le ferais parce que j'aurais pas le background de toute cette carrière dans les médias. Et je me dirais, les jeunes, tu vois, les jeunes youtubeurs tech qui seront soit donnés du matériel, soit sponsorisés, il faut qu'ils vivent. Ils sont pas journalistes dans les médias, donc moi je gagne ma vie ailleurs, donc j'ai pas besoin d'en gagner sur la chaîne, mais je les comprends et je crois que je ferai comme eux, parce que j'ai ma passion et pourquoi j'en vivrais pas? Ils sont passionnés, ils sont aidés par les marques, ils sont influenceurs, youtubeurs, je trouve ça normal. Et quand il y a les vidéos, quand il y a Apple qui fait des lancements comme récemment, avec tous les petits youtubeurs lancent des vidéos sur Apple, je dis les gars, vous êtes passionnés, mettez vos vidéos en ligne. Je trouve ça tout à fait logique. Apple ne fait pas d'accord, par contre, à ma connaissance. Ils font pas d'OP, hein. Je pense pas. Je sais pas tout sur Apple, mais je pense qu'ils n'en font pas. Mais je trouve ça très très bien. Je crois que j'aurai 20 ans, je me mettrai dans la mêlée avec tout le monde en essayant de le faire à ma façon. Alors ça marche pas. C'est le public qui décide. À un moment donné, quand tu mets une vidéo en ligne, c'est plus toi. Hein. C'est le public qui décide si la vidéo ils ont envie de la voir et l'algorithme. Parce que c'est l'algorithme qui décide s'il te propose ou pas aussi. Parce que tu peux faire une bonne vidéo si l'algorithme dit go fuck yourself. Tu peux aller là, tu peux danser des claquettes à poil dans la rue en chantant Carmen en russe à l'envers. Ça changera rien du tout. Si l'algorithme t'a dit fuck mon gars, t'as pas d'audience. Ouais, donc le truc c'est que c'est vraiment une question de génération. Sur la monétisation, notamment pour moi, c'est vraiment une question de génération. Je suis pas né avec Internet. Je suis né avec des médias classiques. J'ai commencé dans les médias écrits et dans mon schéma de fonctionnement. C'est mon patron qui me paye pour écrire. C'est des gens qui me payent pour parler dans le récap. C'est des gens qui me payent pour faire des unboxings. Mais sur ma chaîne YouTube, c'est moi qui décide tout ce que je fais. Et quand une marque me prête un produit, elle ne sait jamais ce que je vais en faire.
elle ne sait même pas sur une vidéo. Et quand il y a une vidéo, je leur envoie un mail, tiens, voilà ta vidéo, j'envoie le lien le lendemain. Ah bah tiens, tu as fait une vidéo, ben voilà. Et ils reprennent le produit après. Mais c'est ma façon de fonctionner parce que ça fait 20 ans que c'est comme ça. Mais je peux comprendre toute cette génération que je trouve épatante parce qu'à 20 ans, j'aurais été incapable de faire des vidéos comme ils le font. J'en en avais parlé tout à l'heure, c'est off the record dans la voiture tout à l'heure avec John Page, j'en avais parlé de Domingo, que moi j'ai connu à Énergie et autres. Mais quand je vois Domingo, des Ponce, des gens comme ça, même des gens comme The High Collection, qui est tout jeune, Quentin, Romain, Texas NTS, quand je vois ce qu'ils font à leur âge, mais à leur âge, j'étais incapable de faire ça. J'étais encore en formation dans ma tête, j'étais encore en train d'apprendre à être journaliste, à être DJ, ce qui n'a rien à voir. J'aurais été incapable. Moi, je suis admiratif. À leur âge, je suis admiratif. Et ils ont raison dans leur écosystème. Ils ont raison, putain. Mais moi, je suis sur une autre génération et ma vision des choses est un peu différente, ce qui ne m'empêche pas d'être à la fois un youtubeur et à la fois quelqu'un qui fait des plateaux télé et être un journaliste. J'ai réussi à joindre les deux et je crois que c'est ma plus grande fierté. D'avoir réussi à créer cette chaîne tout en continuant à faire toutes mes activités comme je le fais dans ma vie, normalement. Et tout en gardant ta philosophie de base, quoi. La philosophie, c'est plutôt une question de formation. J'étais formé comme ça. Donc, c'est difficile de changer ta formation de base avec des patrons qui t'ont, pas formaté, mais qui t'ont appris le métier en te disant, bon voilà, il faut travailler comme ça, voilà, sur de l'analyse, le synopsis, comment on fait un papier ou comment on fait une analyse d'un produit. C'est une façon particulière, mais j'envie beaucoup le talent d'un Domingo, d'un Ponce comme ça, qui a 25 ans, enfin 30 pour Ponce, est capable de faire des telles choses. C'est admirable, c'est vraiment admirable. Pépé, on a fait un joli tour, hein. On a fait un très très beau tour. Je n'ai plus de batterie du tout là. Le téléphone est à 0%, donc je ne sais pas du tout l'heure qu'il est. Alors l'heure qu'il est, il est 16h20. 16h20. On a le temps de faire le tour du port. Il nous reste environ 9 minutes pour faire le tour du port et puis pour clôturer. On y va. Tout ça. Allez, hop. Allez, je ne pensais pas que ça passe super vite. Et ça passe vite, hein, franchement. Mais je ne me rends pas compte des conneries que je dis par contre, parce que bon, faut quand même savoir que on n'a pas dit beaucoup. Hein, dans l'improvisation, le truc qui est tout à fait évident, c'est que les conneries partent. Tu sais, le propre de l'improvisation, c'est que tu improvises. Le lendemain, tu regardes ce que tu as fait, tu dis mais putain, nombre de conneries que j'ai sorties, c'est assez ouf. Moi, c'est plus putain, j'ai oublié de demander ça, tu vois, mais bon. C'est la bouffe, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Oui, d'ailleurs, oui. La bouffe, j'ai du mal. Mais au pire, quand on repartira tout à l'heure en off, on repartira dans la rue principale. Et là-dedans, moi, j'ai vu des dingueries. Je suis sûr qu'il y a une spécialité. C'est sûr. Avec toutes les petites boutiques. Ouais, j'arrive pas à détecter un truc normand. J'allais dire la Turgoule, mais la Turgoule, elle est bretonne. Et moi, je me suis gavé de Turgoule quand j'étais. C'est quoi ça? C'est une sorte de flan. Les gens qui nous regardent peut-être connaissent la Turgoule. C'est un flan pâtissier, mais un peu foncé. Et ils en font ici aussi. Mais je pense que c'est vraiment breton. Mais ils en font ici à Cabourg. Mais c'est vrai que globalement, oui, il y a beaucoup de madeleines. Enfin, ça peut paraître con, mais les madeleines, peut-être dans tous les, elles sont très bonnes ici. Les madeleines normandes. Mais je ne veux pas non plus dire la Normandie c'est tout, mais c'est vrai que gastronomiquement il y a quand même un background qui est assez fort. D'ailleurs tu m'as dit que le beurre n'était pas breton. Bah, je ne dis pas que le beurre n'est pas breton. Le beurre, le beurre qui n'est pas salé, à la base, moi quand j'étais enfant ici, c'est le beurre non salé est vraiment le beurre normand de base. C'est vrai quand on dit le beurre demi-sel ou le beurre salé, on est plus sur le côté un peu breton. Sur le type de beurre, ici la plupart des gens consomment du beurre qui est non salé, ils salent après. C'est vraiment des petits trucs de rien du tout. Ça fait pas acte de foi ce que je vous dis. Alors là, on est sur le beurre quand on arrive à parler du beurre, c'est comment ça va plus du tout, quoi, tu vois. Mais voilà, la gastronomie, je pense qu'elle est très très forte justement dans ces régions, justement la Normandie, la Bretagne, mais dans toutes les régions de France. Hein. Donc moi j'avoue que j'aime beaucoup la gastronomie du coin du sud de la France, Marseille. Moi qui ai passé une grande de fruits de mer, oui, aioli en choyade. Ok. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance à Anglet, Bayonne, Anglet, puisque quand on partait d'ici pour aller à Alicante, on s'arrêtait à Anglet pendant un jour ou deux. Donc parce qu'il y a de la famille sur place. Donc moi j'étais gavé aussi de tout le côté sud de la France. Bouillabaisse et compagnie. Et j'adore ça. J'adore ça. C'est très différent d'ici. Mais à vrai dire, comme je suis un mec qui aime la bouffe, oui, j'ai vu à midi. Je ne vais pas me priver sur la bouffe par rapport à l'endroit où je vais. Il y a rarement des endroits ou des pays où je me suis retrouvé dans un plat et je dis « Ah ça, je ne le mange pas ». Les tripes. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est une partie qu'on a quasiment éludée, parce qu'on a parlé de ta vie. À la base, on voulait parler vraiment d'ici, mais vu qu'on a encore quelques minutes,
T'as fait énormément de pays dans ta vie, Ouais. peut-être plus que ce qu'on pourrait compter. Ouais. Quelle est la destination peut-être qui te fait rêver et dans laquelle tu n'es pas encore allé? Ah bah il y en a une. Dis-moi. Nouvelle-Zélande, Australie. Nouvelle-Zélande, Australie, ouais. Parce que je suis jamais allé, d'abord parce que je suis curieux. Et je pense que c'est peut-être avoir vu Lord of the Rings et des trucs comme ça, voir les paysages Ah ouais. de la Nouvelle-Zélande. Je me dis que est-ce que ça ressemble ou pas à l'Ouest américain? Parce que je n'arrive pas à trop savoir. J'ai vu des images qui étaient tellement belles. Est-ce que ça ressemble un peu à l'Écosse? Il n'y a pas de conférence ou de boîte Rien. d'entreprise Rien. là-bas de Non, high-tech? non, il n'y a rien. Le plus loin où je vais professionnellement, c'est Hawaï. Ok. Donc qui est Hawaï, très loin, déjà, Ouais, hein. c'est loin, mais Hawaï, c'est Qualcomm. Qualcomm fait ses meetings à Hawaï et c'est le plus loin où je peux aller professionnellement. Il y a eu des trucs à Papeete, mais je n'étais pas convié. Papeete où j'ai vécu 1 an et demi. Donc voilà, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais en Polynésie. On parlera ça dans une autre émission. Ça, c'est un grand moment. Si on avait pu faire le jumpé En Polynésie, à Papeete, écoutez, il faut voir niveau Avec la budget. prod. Niveau budget. il y a peu de possibilités. On peut pas voyager là-bas actuellement, je crois. Après, j'imagine que pour 2 heures d'émission, ça fait un poil cher peut-être au niveau budget. Oui, mais ça serait une fois dans ta vie, une fois dans la mienne. Donc On moi, peut en je discuter, je on suis peut pas en retourné depuis 25 ans. Donc voilà, c'est un grand. C'est quoi un des plus beaux moments de ma vie. C'était vraiment Papeete. Attends, mais du coup, t'as fait. Est-ce que je peux avoir ton portable pour être sûr de voir l'heure, s'il Ça, te plaît? avec grand plaisir. Merci. Du coup, t'as fait les endroits pas où t'as visité, mais où t'as vécu. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est quand j'étais jeune, c'est-à-dire Ok. c'était entre 11 et 13. Donc pas pété dans les. Papeete, c'était la Polynésie, à Mururoa. Ouais. Donc, tu vois. Comment Ouais, je. Si tu fais ça, vas-y. Non, regarde. Mais non, mais attends, parce que Non, mais t'as l'écran pas besoin. est niqué. Mais si t'as pas besoin, regarde. Tu fais Non, non, ça. mais l'écran est niqué. Oui, mais regarde, si tu fais ça et que tu cliques là, Oui, boum, oui, je sais. tu as le timer. C'est pour ça que j'étais allumé. Alors ouais, donc pas pété. Papeete, Papeete, tout ce qui est Moorea, toute la Polynésie. Donc Ouais. j'ai fait toutes les îles. Et par contre, les endroits où je pourrais aller vivre tout de suite maintenant, c'est Hong Kong et Tokyo. Ouais, pour toi, c'est tes villes préférées, quoi. Ah bah, Hong Kong, moi, même, on va parler politique, on n'est pas là pour ça. Moi, j'ai quitté Hong Kong, je suis allé il y a 2 ans la dernière fois. Et quand je suis parti, c'était déjà les débuts des manifestations sur place. Ok. Donc j'aimerais que ça stabilise un petit peu sur place et que je puisse y aller dans des bonnes conditions. J'ai des amis qui sont à Hong Kong, des Français, qui sont sur place, hein, qui gardent espoir que tout se passe bien. Et moi j'aimerais y retourner à Hong Kong. Et Tokyo, dès que je peux, dès que c'est ouvert, je pars à Tokyo, retrouver des potes aussi qui sont sur place et que j'ai pas vu depuis 2 ans, qui me manquent terriblement. Et voilà, il y a plein de gens qui me manquent dans le monde entier, parce que j'ai des amis à Taïwan aussi que j'adore. C'est vrai que Et- pour toi en particulier, Oh là là, qu'est-ce que je souffre. cette histoire de Covid, ça t'affecte parce que. En 20 ans, j'ai noué beaucoup de relations amicales dans des pays où j'allais vraiment 2-3 fois par an. Et c'est vraiment un crève-cœur pour tout le monde, il n'y a pas que pour moi, hein, Oui, mais de ne oui. pas voyager. Il y a aussi cette partie-là, tu vois, cette partie amis, famille et voyage professionnel, moi, qui font partie de mon univers, pour apprendre des choses, pour faire mon métier, tu vois. Donc je fais plus d'usine, je vois moins d'ingénieurs. On les a par webinar, mais c'est pas la même chose. Donc j'espère que tout va aller bien pour nous tous. Mais on va pas finir avec cette note-là, on va finir par la note de Bien voir ce sûr. port. Ah bah attends, mais oui. Ce port ici, le port Guillaume, à Dives. Et à un moment, on n'a pas eu de pluie du tout, avec des beaux nuages. Regarde le bleu qui est en train de se dessiner dans le ciel. Quel est ton bateau? S'il y en avait un que tu devais choisir là. Moi, je suis pas très bateau de base. Ah mais... bah, tout de suite, celui qui va le plus vite. Ah, toi, c'est. Ah, C'est vrai qu'on était dans la PP Mobile tout à l'heure et ça trace. Hein. oui, Ça mais trace, je ouais. respecte les vitesses. Oui. Mais c'est la façon d'arriver jusqu'à la vitesse. Après, c'est vrai que 150 sur l'autoroute, c'est. Non, je rigole. Je ne l'ai pas fait. Je rigole. Un petit bateau là? Ah, Le toi, plus vite. Toi, celui qui va le plus vite? Putain, je sais pas, moi. Il y en a des, Ah bah, tu vois des celui qui est sympas. là, regarde. Attends, regarde. Le petit hors-bord là? Enfin, À je sais mon pas avis, je celui-là sais va pas vite. si on peut appeler ça un hors-bord. Oh, je pense que celui-là, peut-être. Je sais pas. Moi, il faut que ça fonce un peu et qu'il y ait de la place pour que je m'allonge. Ah ouais. Ah, moi, je pense celui-là. Celui-là, juste en face C'est de un truc vous, avec là. un skipper. C'est un Ouais, truc qui est. avec une petite voile et tout. Tu sais, c'est pour se poser. C'est Ouais, pas pour, mais tu peux te poser là-dessus aussi, y aller un petit peu, tu sais, là on fonce un peu sa mer, on fonce sa mer sur la mer, un petit peu. Donc, à Dives-sur-Mer. regarde, que les gens voient un petit peu comment c'est beau, quoi. Ouais. Là, Putain. Et voilà, les mouettes. Toute ma vie, c'est ça, les meilleur mouettes. collègue. Et là, tu vois, tout à l'heure, tu en avais plein de mouettes. Ouais. Et regarde, le ciel se dégage et il y en a beaucoup moins. Quand tu sais qu'il va pleuvoir, je sais pas, elles volent toutes de travers. Elles se trouvent en meute et elles tournent.
Ouais. Et là, il y en a beaucoup moins parce que le ciel se dégage. Elles sont Enfin, plus c'est un calmes. truc, c'est factuel ce que je vous dis. Hein. C'est ce Ouais. que j'ai remarqué moi. D'ailleurs, le ciel bleu Voilà. se découvre. Et elles sont moins au-dessus de l'eau comme ça, comme si elles savaient qu'il allait pleuvoir et s'il fallait qu'elles se planquent ou un truc. J'y connais rien. Mais c'est un truc que je remarque à chaque fois quand je viens ici. C'est un indicateur, les mouettes. Donc c'est vraiment, dans tous les cas, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je veux dire à quel point j'étais heureux de faire ça. J'espère que j'ai pas gonflé les gens parce que toujours, putain, je me dis, je raconte un peu ma life, c'est un peu compliqué et tu vas dire des conneries gigantesques quand même. Enfin, il y a des conneries dans le tas, c'est évident, c'est de l'improvisation. Je peux te dire qu'il y a des gens qui m'ont réchauffé le cœur, vraiment, dans le chat tout à C'est l'heure. vrai, quand je son regardais. ami. Alors, il y a des gens qui disaient que le format leur plaisait, que c'était très cool, ça changeait. Ça fait plaisir. Il y a eu quand je te dis des murs de cœur pour toi tout à l'heure quand tu C'est parlais un super. petit peu avec Merci. ton cœur, justement. Merci. Mets-toi là, Pépé, parce qu'il nous reste une petite minute justement pour clôturer tout ça. Regardez, on va se laisser sur le panneau d'Yves-sur-Mer patrimoine médiéval avec Guillaume le Conquérant. Voilà, qui c'est le apparemment, Port Guillaume, Était l'estuaire, ici. le Port Guillaume. Et du Ici. coup, eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé l'émission.